Karine, Perrine et Stéphane, s'il vous plaît. Donc, nous allons entamer une table ronde qu'on a intitulée « Osons la transition vers de nouveaux imaginaires ». Asseyez-vous où vous le souhaitez. Moi, je vais prendre la dernière place ici. Nous avons à côté de moi Karine Dartigues-Pérou, qui est docteur en sciences politiques et prospectiviste. Elle accompagne les institutions privées et publiques dans l'élaboration de leur vision d'avenir. Elle est également chercheure et intervenante dans le programme Transition énergétique et sociétale de l'Institut Mines Télécom à Nantes. Elle est aussi chercheure à l'Institut des futurs souhaitables. Et son dernier ouvrage, qu'on va peut-être voir à l'écran, il est paru en 2018 et il s'appelle « Un autre monde est possible, Lost in Transitions », au pluriel, il me semble. L'ouvrage a été co-dirigé avec Gilles Béraud et il est édité aux éditions de l'Aube et il est sorti il y a un mois. Voilà. À côté de Karine, nous avons Perrine Hervé-Gruyer, qui est permacultrice, exploitante, même si elle n'aime pas beaucoup ce mot-là, elle nous dira pourquoi. Exploitante donc de la célèbre ferme du Bec-et-Loing en Normandie. Perrine a travaillé comme juriste international et a vécu 6 ans en Chine et au Japon avant de changer radicalement de vie. Elle devient à 30 ans psychothérapeute et fonde en parallèle en 2003 avec son mari Charles la ferme biologique du Bec-et-Loing dans l'Eure. Et cette ferme a été progressivement convertie à la permaculture à tel point que cette ferme est désormais une référence internationalement reconnue et un centre de formation à la permaculture. Perrine Hervé-Gruyer a également été conseillère régionale de Haute-Normandie, missionnée sur le développement de l'agriculture biologique. Et le dernier ouvrage, mais il y en a un autre qui ne devrait pas tarder à sortir, s'intitule « Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes ». Donc Perrine et Charles Hervé-Gruyer aux éditions Actes Sud en 2017. Enfin, Stéphane Lévin, explorateur scientifique, conférencier, auteur, photographe. Il est géologue de formation. Il a commencé par une carrière de concepteur et de directeur de croisière, avant lui aussi de changer radicalement de vie. Il a laissé le luxe et les ors des bateaux de croisière pour partir dans le Grand Nord. Et il ne cesse depuis d'explorer la planète avec une préférence pour les conditions hostiles. Vous verrez ce que ça signifie. En 2003, il passera 121 jours seul au pôle Nord, dont plus de 60 jours dans l'obscurité totale. Il dirige l'Institut ID, l'Institut des données de l'exploration et de l'adaptation en conditions extrêmes. Et son dernier ouvrage vient aussi de paraître en novembre. Il s'intitule « Métier explorateur scientifique » aux éditions de l'Homme 2018. Et vous avez aussi la couverture de l'ouvrage de 2004 qui est réédité depuis, qui s'appelle « Seul dans la nuit polaire ». Bien, la table ronde qui va suivre va s'articuler autour de 3 grands questionnements. Pourquoi faut-il développer d'imaginaire? Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce mot d'imaginaire dans notre intitulé? Le changement est-il déjà là? Est-ce qu'il est déjà sensible? Et enfin, comment accélérer? C'est la grande question. Comment accélérer la transition écologique? Mais avant ça, nous avons demandé à Stéphane Lévin de bien vouloir témoigner des conséquences du changement climatique qu'il a pu observer au cours de ces expéditions. Stéphane, vous avez un micro qui est à votre disposition sur le pupitre. Vous avez une télécommande qui est également à votre disposition pour nous faire cet exposé. Merci beaucoup. Merci Vincent, bonjour à tous. Je suis très honoré de participer à cette édition du forum Energaia et je remercie ma région Occitanie, de m'avoir sollicité pour venir partager quelques tranches de vie. Vincent, je dois faire également un petit coucou à ma maman à côté de la vôtre pour la rassurer que la branche qui a arraché mon œil pendant l'entraînement dans les Pyrénées il y a 15 jours va bien. Voilà. Vous m'avez demandé de parler des conséquences du réchauffement climatique, en tout cas ce que j'ai pu voir sur la planète. J'ai donc écrit une histoire courte, 1h30, pour partager ces petits moments de vie. Voilà, une histoire qui commence comme ceci. Mars-avril 2003, la petite Carline, 10 ans, a suivi mes projets pédagogiques de traversée sur la banquise et de ma fameuse nuit polaire. Elle me demande de l'emmener sur la banquise, rencontrer les ours polaires et voir la banquise et les Inuits. Je lui fais cette promesse que je l'emmènerai un jour sur la banquise, mais je lui demande d'être patiente, persévérante, assidue. Effectivement, je suis de retour de ma nuit polaire où j'ai passé, comme vous l'avez dit Vincent, 121 jours en solitaire, dont
70 jours d'obscurité totale et des indices de refroidissement éolien à moins 80 degrés. L'état de mon alimentation pendant la mission. Mais c'est aussi une mission scientifique puisque j'y vais pour tester, qualifier des technologies en conditions extrêmes et surtout médicales, des protocoles sur la vision, sur le stress, sur le sommeil, sur les techniques cognitivo-comportementales qui vont aboutir à des thèses, évidemment, à des publications de thèses. Quelques années plus tard, fort de nombreuses expéditions autour de la planète, je vais intervenir à la COP 15 à Copenhague, notamment pour porter la voix des Inuits et montrer à tous ces décideurs les conséquences de ce que j'ai pu voir sur le terrain, tout simplement. Alors même si les photos sont jolies, parfois les histoires ne sont pas belles. Les histoires sur les ours polaires, évidemment, en déshérence aujourd'hui. Également, cette image-là, qui est une image technique, on appelle ça un pancakes. Dans la classification internationale de navigation sur la glace, c'est le stade primaire, le stade numéro 1 de formation de la banquise, qui naît dès les premiers frimas d'une soupe primaire. On a ces images-là, les pancakes, c'est le stade numéro 1 de formation de la banquise. J'ai fait cette image au mois de novembre, alors que j'aurais dû la faire au mois de septembre. Ça veut dire que la banquise se forme aujourd'hui avec 2 mois de retard, l'embâcle, et qu'elles font aujourd'hui aussi avec 2 mois de retard. Ceci a des conséquences sur la vie des Inuits notamment, toutes ces communautés hyperboréennes, mais également la fonte globale impacte les infrastructures, les routes qui se déstructurent, les aéroports qui se fracturent, etc. etc. Ça, c'est où? Une petite question, à votre avis, où est-ce que j'ai trouvé ce bel environnement verdoyant? Pas à côté de Toulouse, non, au Groenland, où les icebergs qui sont vélés sont de plus en plus gros, contribuant pour part notamment à l'élévation du niveau des mers, à l'abaissement de la salinité, donc un réchauffement global généré par ces icebergs, des endroits où les glaciers entiers disparaissent, comme vous le voyez sur ces images, et cet endroit où j'étais avec mes amis inuits il y a quelques années, où je passais avec les chiens et les traîneaux. Aujourd'hui, on ne peut plus passer parce que la banquise ne se forme même plus. Je vous demande vraiment de croire en ma crédibilité de témoin sur les images que je vous montre. Et puis une mission en Amazonie, pour un consortium d'applications spatiales, il faut faire un reportage, une mission triple que j'avais, être un ambassadeur des applications, de nos applications spatiales, satellites, faire un film sur la déforestation illégale au Brésil, au Mato Grosso, et aller remettre des images satellites à des Indiens. Voilà la très belle forêt amazonienne qui est déforestée à la vitesse grand V. Les déforesteurs rentrent avec des véhicules plus hauts, plus grands que la salle. Ils font des layons d'arbres, ils y mettent le feu très rapidement. Cette forêt qui brûle, comme toutes les forêts qui brûlent actuellement sur la planète, 50% de cette biomasse qui disparaît, c'est du carbone libéré dans l'atmosphère. C'est donc une contribution à hauteur de 17 à 20% des émissions de gaz à effet de serre, et donc principale cause du réchauffement climatique, l'éradication des forêts sur la planète. Voilà, quelques heures après, la forêt disparaît comme ça. La forêt amazonienne au Brésil, c'est 4 millions de kilomètres carrés. Aujourd'hui, 20% ont été déforestés, soit plus de 700 000 kilomètres carrés, un nombre qui doit vous rappeler peut-être quelque chose, c'est tout simplement supérieur à la superficie de notre pays. Par mentalisation, visualisez simplement la carte de notre joli pays qui serait éradiquée à nu, comme ça, avec simplement de la terre et de la poussière. J'ai rencontré donc ces Indiens pour faire la coutume, pour parler avec eux, comment pouvoir les aider, leur amener des images satellites, et puis voir qu'eux ne font que de l'écobuage de circonstances pour survivre momentanément en replantant des greffons de manioc, si vous voulez, et ce n'est pas les sujets de la déforestation illégale, évidemment, avec ces pauvres Indiens qui subissent les conditions des transformations et des décisions des hommes. Et donc je vais remettre ces images satellites à ces Indiens pour les aider notamment à lutter contre la déforestation illégale et de voir comment la déforestation s'approche de leur village. Je vous montre ces images-là, je suis autorisé à vous les montrer. Le programme Amazonia, ce pixel que vous avez sous les yeux, c'est 180 km sur 180 km. Ce qui est en vert, c'est la forêt qui existe encore. Ce qui est en rouge, c'est ce qui a été déforesté. Nous commençons en 1984. On est en 2008. Et je vous remonte sur la totalité de l'Amazonie ce que ça donne. Regardez ça avec précision. Le programme Amazonia fait avec les industriels du spatial pour monitorer cette forêt qui disparaît. C'est assez impressionnant. Regardez ça. Voilà, c'est ce que j'ai été voir sur la planète.
J'ai fait également une autre mission au Kenya pour travailler sur les applications satellites, pour aider au monitoring de la déforestation, puisque le Kenya est en danger de désertification. Alors déforestation certes, mais déforestation maintenant, où j'ai rencontré l'équipe du Green Belt Movement de Wangari Maathai, que vous connaissez, qui avait eu le prix Nobel de la paix, parce qu'elle voulait planter 30 millions d'arbres sur la planète, et puis surtout au Kenya. Donc voilà, un reportage avec toutes les équipes des ONG locales pour les aider à reconstruire. Évidemment, cette déforestation induit également de la désertification, les terres qui s'assèchent, les villages qui sont recouverts par les sables. Et j'ai organisé un programme scientifique pour notre jeunesse, pour nos lycéens, Voyage des sciences. Le programme était de former des lycéens à l'exploration scientifique sur 3 missions, banquise, désert, Amazonie, avec un énorme programme de sélection à Toulouse pour sélectionner des lycéens de classe de seconde et les former à l'exploration scientifique, les sensibiliser à l'environnement, à la transition écologique. Ce programme a duré 3 ans avec un énorme programme de sélection, formation de ces jeunes, formation technique de survie, d'orientation, maîtrise de tous les matériels confiés par nos partenaires, conception de protocoles spécifiques pour que les jeunes mettent en œuvre des observations sur la Terre, rencontre avec les plus éminents spécialistes du réchauffement climatique, des chercheurs, des applications satellites, spatiales, et la première mission Voyageurs des glaces sur la banquise, avec des prélèvements, des analyses qui ont d'ailleurs révélé des pollutions telluriques sur la banquise, au milieu de nulle part. Et ici, une petite gamine, Carline, vous vous en souvenez, qui a été patiente, persévérante, assidue, et qui a pu intégrer après la section ce projet que finalement j'ai créé pour elle. C'était l'histoire d'une promesse. Voyageurs des sables à suivre, 3 tonnes de matériel, une traversée du désert, beaucoup de travail sur les applications satellites, sur l'énergie, sur le solaire, sur le renouvelable. Une superbe image d'un jeune en train de faire des prélèvements, mais également ouvrir les yeux sur les contre-mesures pour éviter les sables de monter sur les villages, ici dans le Grand Sud marocain, leur faire rencontrer des chercheurs, des agronomes, des ingénieurs, des experts, qui ont expliqué à nos gamins comment ils luttent contre la désertification active des villages entiers recouverts par les sables, que ce soit ici ou sur d'autres latitudes où il y a des déserts, et ici typiquement l'érection de clôtures de palmes, les plantations de tamaris, de végétation pour recréer les sols, refixer les sols. Et puis la dernière mission, Voyage des fleuves, sur la biodiversité en Amazonie, en Guyane, où nous avons également fait des prélèvements, travaillé sur l'énergie renouvelable. On a conçu avec les gamins des générateurs où ils devaient pédaler à base de nos moteurs d'éolien pour recréer, dans un endroit où il y a très peu de soleil et pas beaucoup de vent en Amazonie, de l'électricité avec nos générateurs. Une mission extraordinaire, ils sont passés par la forêt, chaque mission durait 15 jours de terrain, c'était 1 an de préparation. Voyage des sciences a mobilisé nos étudiants, nos lycéens, les équipes pédagogiques, les proviseurs pendant plus de 4 ans sur ce programme-là. Voilà, moi je continue ma vie de Tintin au bout de la planète, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, et je vais simplement vous poser une petite question. Est-ce que vous savez ce qu'est devenue la petite Carline ? Elle est aujourd'hui ingénieure en charge des projets d'éolien offshore chez EDF. À suivre. Merci infiniment pour votre attention. Top chrono, 10 minutes, Vincent. Merci Stéphane, merci beaucoup. Vous pouvez garder le micro avec vous et venir vous asseoir avec Stéphane. Gardez le micro, comme ça vous aurez aussi le vôtre, pour venir participer à la discussion. Oui, nous n'avons pas de planète B. Donc il va falloir changer de modèle et réduire notre empreinte écologique pour préserver celle que nous avons. Karine Dartigues-Pérou, agir pour la transition écologique suppose d'abord, avons-nous écrit, de développer un nouvel imaginaire. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut parler d'imaginaire avant d'entrevoir la transition ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, on l'a bien vu dans les interventions de ce matin d'ouverture, c'est qu'en fait, on a besoin de trouver le souffle. Je pense que la question de la transition écologique, c'est d'abord celle de trouver une énergie positive, mais je dirais même avant la question de l'énergie, c'est trouver du souffle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui se pose la question des différents types d'urgence, mais au préalablement, je crois que pour moi, la question de se projeter, d'imaginer, c'est aussi ne pas avoir peur d'imaginer d'autres futurs, des futurs pas uniquement d'effondrement, pas uniquement de crise, pas uniquement de court-termisme, mais aussi des futurs qui donnent envie d'avancer, qui donnent envie d'innover, qui donnent envie d'expérimenter, qui donnent envie de se relier différemment. Donc pour moi, l'idée de réfléchir à des imaginaires, c'est déjà l'idée de se projeter dans l'avenir
Et se projeter dans l'avenir, pourquoi finalement c'est très important de se projeter dans l'avenir? Bien, la première raison, c'est qu'aujourd'hui, le monde est complexe, mais qu'une manière de ne pas avoir peur, c'est d'essayer d'être acteur de son destin. Donc pour moi, déjà, l'idée de se projeter dans l'avenir, c'est déjà se forger une représentation de l'avenir, c'est quelque part arrêter des choix, mais c'est surtout ne pas uniquement regarder le train qui passe, c'est monter dans le train et construire cet avenir. Et je crois que c'est l'unique déjà manière de faire de ce point de vue-là. La deuxième raison, c'est qu'on croit très souvent que le fait de penser un avenir ou d'imaginer un avenir fait qu'on est en suspens, on est en lévitation, etc. et que rien ne se passe. Mais non, au contraire, c'est une formidable manière aussi d'avancer, de libérer des énergies et je dirais surtout de sortir des paradoxes. Et je crois que la crise, pour moi, en tout cas, c'est une des analyses que je fais des Gilets jaunes, c'est qu'on est justement uniquement, on reste confronté dans des paradoxes, dans des visions très différentes les unes les autres, qui sont souvent totalement contradictoires, et qui ne permettent pas finalement, qui figent dans le court-termisme, qui figent dans l'instant présent. Or, on a besoin de ce cycle, justement, et d'imaginer des solutions qui n'existent pas aujourd'hui. D'où l'importance de se projeter dans le long terme. Et puis, la deuxième chose, au-delà de cette capacité finalement de relier des différences, c'est-à-dire de faire converger à un moment des avis divergents, c'est-à-dire de se dire la transition écologique, ce n'est pas uniquement que de la techno, des solutions techno-vertes, c'est aussi de la culture, c'est aussi du social, c'est aussi, et donc ce n'est pas de rester dans ce cloisonnement, c'est-à-dire vraiment d'arriver à relier les différentes énergies, si vous voulez, mais c'est aussi prendre en considération les évolutions sur le très long terme, celles qui s'inscrivent à l'avenir, mais celles qui sont déjà inscrites depuis le passé. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les évolutions culturelles, c'est les évolutions de nos sociétés. Et je crois qu'on ne peut pas imaginer finalement d'autres avenirs si on ne prend pas en considération le fait qu'aujourd'hui, à l'échelle planétaire, la conscience écologique est là. La conscience écologique est beaucoup plus importante. L'idée également qu'on évolue vers des valeurs qui sont beaucoup plus immatérielles, c'est un fait. C'est-à-dire que ça se mesure. C'est-à-dire que les gens, certes, ils ont besoin d'être logés, de se nourrir, d'avoir la base. Mais l'idéal maintenant est beaucoup plus à se développer personnellement, à voyager, à aller découvrir les différences, les cultures, les planètes. On le voit également, le fait d'investir plus finalement de moyens dans la formation, dans le développement personnel ou dans aller à des expositions, etc. Donc je crois qu'il faut aussi prendre en considération ces évolutions sur le très long terme. Et je crois que seul l'avenir, finalement, l'idée d'imaginer peut nous donner la possibilité d'imaginer d'autres futurs qui soient des futurs incluants et reliants et inclusifs. Et je crois que c'est là en fait le défi qu'on a collectivement. Il n'y a pas qu'un futur, justement. Il y a des futurs. Est-ce qu'il y a des visions antagonistes? Est-ce qu'il y a des futurs qu'il faut préférer à d'autres? Est-ce qu'il y a un risque aussi à ne pas imaginer de futur du tout? Oui, alors c'est vrai que le futur, si vous voulez, quand vous faites des exercices, et comme je travaille sur des horizons 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, vous demandez, et si vous réfléchissez, vous prenez 2-3 minutes par devers vous, et réfléchissez à qu'est-ce que ça évoque pour vous. Il y a des personnes qui vont être hyper angoissées à l'idée de se projeter à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, et d'autres, au contraire, qui vont trouver ça comme libératoire et comme, au contraire, une possibilité d'agir sur leur destin, voire le destin de leur famille ou de leur entreprise ou de l'environnement, etc. Donc forcément, il y a une manière, un rapport à l'avenir qui va différer selon les personnes. Mais je crois que plus globalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est les représentations aussi mondiales qui sont liées à l'évolution de notre planète au sens large. Et je crois qu'aujourd'hui, pour moi, le défi de faire advenir une transition écologique qui soit réellement désirable, c'est aussi d'imaginer une autre représentation que celle qui, pour moi, à l'heure actuelle, est dominante. Et celle qui est dominante, qui concentre les richesses, qui concentre les investissements, qui concentre les plus fortes intelligences au niveau planétaire, ce n'est pas la transition écologique, c'est
la transformation numérique, c'est l'intelligence artificielle, c'est la robotisation, c'est le big data, c'est finalement qui fait que 8 personnes actuellement contrôlent l'équivalent de la richesse de 3,5 milliards d'individus. C'est ça, selon moi, le problème. Et donc, le scénario global, le scénario à l'échelle planétaire, c'est un scénario hyper élitiste, hyper concentré, pas du tout inclusif, qui concentre des richesses inégalées. Parce qu'on a énormément de richesses, à la fois humaines, financières, moyens, mais celles-ci sont trop concentrées. Et je crois que c'est pour moi l'élément principal du futur, c'est-à-dire, et l'enjeu principal de la transition énergétique et écologique au sens large, c'est justement de devenir dominant. Et on le voit au niveau planétaire, les maires se rallient sur les sujets, bien sûr, du climat, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est-à-dire que même si vous avez beaucoup d'industriels, même si vous avez des investissements, des PME, des expérimentations, des innovations qui existent, on le voit, elles sont là, la représentation globale n'est pas encore dominante. Et donc, c'est pour ça que je travaille sur comment on peut faire qu'elles deviennent dominantes, mais c'est peut-être pour... Et puis, qu'est-ce qui vient après la transition? Si on veut l'imaginer, il faut avoir une vision. Qu'est-ce que la transition? C'est un processus, mais qu'est-ce qui vient après? Oui, alors ça, c'est l'objet de notre dernier bouquin, là, Un autre monde est possible, Lost in Transition. Est-ce que finalement, quelque part, on est tous perdus dans la transition? Est-ce que c'est bien d'être perdu? Oui, c'est bien d'être perdu, parce qu'à un moment donné, c'est aussi de se dire, ben voilà, qu'est-ce que je ressens, où j'en suis, d'essayer aussi de pouvoir exprimer son angoisse, de la partager avec d'autres. Mais la transition, ce n'est pas une fin en soi. Et nous, clairement, c'est apparu dans cet ouvrage collectif, rédigé avec une quinzaine de personnes travaillant donc dans le laboratoire d'innovation de la Fondation des transitions. C'est vraiment l'idée que on ne peut pas rester uniquement sur cette transition, c'est un état de passage, et que pour sortir de la transition, il faut imaginer un monde d'après, des mondes d'après, des futurs possibles, et ne pas se satisfaire de l'effondrement. Moi, je suis quand même très inquiète aujourd'hui de voir que l'ensemble des discours dominants qui sont relayés par la presse, par les médias, se focalisent uniquement sur l'expression de peur, de crise, d'effondrement. OK, le monde s'effondre, on l'a vu, on le voit à les images, on le sait. Maintenant, la question, c'est comment on fait? Comment on fait pour accélérer? Parce que je crois qu'il faut bien voir que tous les éléments de socioculture, culturellement, montrent qu'il y a un souhait, qu'il y a une conscience écologique qui est là, qu'il y a un souhait de faire advenir les choses. Mais la question, c'est véritablement sur quelle valeur, sur quelle force de reliance on va pouvoir canaliser les énergies pour faire avancer et pour faire que cette énergie s'accélère. Mais ces énergies sont là, et l'enjeu pour moi, il est véritablement social, au sens de reliance de ces différentes singularités et énergies positives qui sont différentes. Reliance. Alors, reliance, les forces de reliance, Morin en parlait, mais d'autres sociologues avant lui également ont parlé de cette idée de... On le voit, on est dans un univers des individualités, des singularités. En fait, on hérite, selon moi, d'un passage d'une société très tournée sur l'individu, et on va maintenant vers un souhait pour beaucoup de personnes de s'individualiser, mais au sens de plutôt d'individuation, c'est-à-dire de se réaliser, de s'émanciper, c'est-à-dire que on est encore face à des gens très individualistes, mais d'autres aussi qui cherchent pas uniquement à se développer contre l'autre, mais aussi avec l'autre en interagissant. Et peut-être on reviendra sur cette question. Et donc, de ce point de vue-là, ce qui me semble, c'est que l'idée d'aller activer, de relier, c'est-à-dire de rassembler les gens, malgré leurs différences aussi de valeurs, mais sur ce qu'on appelle des métavaleurs, c'est-à-dire des grands sujets de reliance. Donc, par exemple, pour moi, un des sujets à l'heure actuelle, c'est la place de l'argent dans notre société. La place de l'argent est un vrai problème, et je pense qu'elle est destructrice de valeur, elle est destructrice de reliance. Donc, l'idée serait véritablement de pouvoir inventer d'autres manières, voilà, de valoriser les richesses humaines, financières, pas uniquement l'argent. La place de l'éducation. On oublie très souvent que la question finalement de l'expertise, des solutions, elle passe aussi par des gens qui se forment, qui se réinventent, qui se développent tout au long de leur vie.
Et je crois que la question de l'apprentissage au sens large, c'est-à-dire savoir-être, savoir-faire, elle est au cœur de la transition écologique aussi, elle est au cœur de cette reliance. Il faut accepter qu'on soit tous différents, porteurs de richesses différentes, et arriver à travailler en rassemblant les gens plutôt qu'en la divisant, mais sans réduire la singularité des individus. Et je crois que ça, c'est le challenge du XXIe siècle, c'est-à-dire qu'on n'est pas des clones, on ne veut pas tous la même chose, et donc il faut arriver à trouver des manières de nous rassembler. Alors autrefois, Harari parlait des empires, il a parlé des monnaies, il a parlé des religions. Ça a été des grandes forces de reliance. On le sait aujourd'hui, tout porte à croire qu'on n'est pas sur des mêmes formes de reliance. Donc c'est peut-être là l'innovation. Il faut peut-être inventer de nouvelles manières de nous relier. Merci Karine. Je vais passer la parole à Perrine. Alors vous avez exactement fait ce qu'il fallait. Vous avez commencé par rêver et ensuite vous l'avez réalisé. Je ne suis même pas sûre qu'on ait vraiment rêvé. On s'est dit, ouais, on a un idéal, allons-y. Et après, on a rêvé, peut-être en marche arrière, ce qu'il aurait fallu faire. Mais cette transition, moi j'ai bu toutes vos paroles parce que cette transition, effectivement, on en parle beaucoup, on est beaucoup dans quelque chose d'intellectuel, mais nous, on l'a réalisé et on l'a réalisé très vite. Quand je dis nous, je parle souvent de nous, c'est mon mari, Charles, avec lequel j'ai créé la ferme du Bec et Loin. On s'est tout de suite mis les mains dans la terre et le fait d'être dans l'action, tout de suite, ça vous donne une dimension complètement différente. Moi, j'aime bien ce vocable anglais que je cite souvent qui est « empowerment ». On ne l'a pas en français, c'est dommage. Et il est de circonstance aujourd'hui parce que power, c'est l'énergie. Et cette puissance en fait, qu'on ressent quand on est, nous en l'occurrence, les mains dans la terre, mais dans l'action, fait que cette anxiété inhérente à la transition, aux crises sociales, au mal-être ambiant, vous impacte beaucoup moins. Donc effectivement, le fait d'avoir tout de suite pris l'option « je fais », je ne sais pas ce que ça donnera, je ne sais pas où j'irai, parce qu'on n'avait aucune idée qu'on découvrirait la permaculture, aucune idée qu'on arriverait à s'en sortir, ne serait-ce que financièrement, ce n'était pas évident, aucune idée de l'aura que pourrait avoir la ferme aujourd'hui, mais c'est pas grave, on est allé. Il va falloir peut-être revenir un peu en arrière et définir ce que c'est que la permaculture. Et pour ça, je vais me déplacer et prendre la télécommande. J'ai mis dans une présentation les photos que vous m'avez envoyées pour montrer ce dont il s'agit. Est-ce qu'on peut avoir les photos? Donc j'ai fait une sélection un peu arbitraire, mais vous me direz, j'ai essayé de faire une suite logique. Est-ce qu'on peut avoir le PowerPoint des photos voilà. Donc ça, c'est vous qui allez guider. Vous allez découvrir ce que j'ai sélectionné au fur et à mesure et pouvoir commenter. Alors, et nous dire qu'est-ce que la permaculture. C'est encore un terme qui, pour beaucoup, n'est pas connu. Alors, il est à la fois connu un peu à la mode et puis pas connu. En fait, je crois que la définition la plus intelligente que j'ai jamais entendue, c'est la vôtre tout à l'heure. Sans parler de permaculture, vous l'avez définie. En fait, c'est un système conceptuel. La permaculture, c'est un outil qui permet de mettre en place des systèmes, des écosystèmes, pour faire en sorte qu'ils soient viables économiquement, durables environnementalement parlant, et socialement équitable. Donc vous voyez, on est en plein dans le sujet. Jusqu'alors, je ne vous ai pas prononcé le mot agricole ou production alimentaire. Donc c'est vraiment une boîte à outils qui va nous permettre d'utiliser tous les enseignements de la nature, les enseignements écosystémiques que nous apporte la nature, pour l'amener dans un système de production, que ce soit une entreprise, que ce soit une collectivité comme le conseil régional, que ce soit une conférence comme aujourd'hui, pour faire en sorte que tout fonctionne correctement et que ça s'équilibre d'une certaine façon. Alors, appliqué à l'agriculture, bien évidemment, c'est très facile à comprendre parce que dans l'agriculture, on est déjà dans la nature. Donc, s'inspirer des écosystèmes dits naturels quand on est dans une ferme productive, ça tombe sous le sens. Mais le fait est qu'il nous faut observer systématiquement ce que la nature nous enseigne. Pourquoi les arbres poussent à tel endroit? Pourquoi au pied de l'arbre, il y a tel et tel plan de campagne? Pourquoi l'eau ici stagne? Pourquoi à quel autre endroit elle est absorbée? Si on avait un peu anticipé tout ça pour les constructions, n'est-ce pas, surtout dans les zones du sud de la France, avec les événements climatiques drastiques qu'on a aujourd'hui, on serait peut-être un peu moins embêtés. Donc toute cette observation de la nature qui est riche d'enseignements nous permet de créer des écosystèmes, encore une fois, dans lesquels l'être humain va trouver sa place et on remet l'être humain au cœur du système. On n'est plus dans une écologie qui
ne voyait que par les petits oiseaux, les arbres. Bien sûr, tout ça, c'est au cœur de notre amour, j'allais dire, et de notre pratique. Mais l'être humain est au cœur de tout ça. Et il doit y avoir une symbiose qui se fait entre l'être humain et la nature. Et pour autant, l'être humain continue à vivre. Il faut qu'il produise de la nourriture, il faut qu'il produise de l'énergie, en tout cas qu'il en consomme un petit peu, et qu'il s'organise dans le groupe, dans la communauté dans laquelle il vit. Donc vous voyez, on est complètement dans les problématiques sociétales actuelles, sauf que nous, on est à l'échelle d'une ferme. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est arrivé sur ce lieu en 2003 à titre personnel. Notre rêve initial, c'était vraiment d'en faire un lieu d'autosuffisance. On rêvait, Charles et moi, de s'affranchir complètement de la société de consommation. Vous voyez, on était déjà dans cette mouvance de ras-le-bol, de toute cette opulence. Moi, je vivais au Japon avant et paradoxalement, quand j'allais faire mes courses au Japon, c'est encore des toutes petites épiceries, il n'y a pas beaucoup de produits, pourtant il y a une gastronomie très, très large, mais chacun va faire un petit peu de courses tout le temps. Et quand je rentrais enfant, je me souviens, de temps en temps en vacances, je rentrais dans ces hypermarchés, et c'est tout juste si je m'évanouissais pas ou si j'en avais pas la nausée, cette abondance, pas que de nourriture, hein, mais de biens, de trucs, puis c'est de pire en pire, hein, c'est les hyper, des hyper, des hyper maintenant. Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça en réalité? Et donc cette première réflexion nous a fait nous dire, est-ce qu'on peut, sur un lopin de terre en Normandie, alors on est bien verni en Normandie, on a de l'eau, hein, et pas avec des événements un petit peu trop drastiques comme vous les avez ici, mais est-ce qu'on peut vraiment vivre, est-ce qu'on peut nourrir une famille? Et puis on voulait aller plus loin, créer tout ce dont on a besoin au quotidien, pourquoi pas nos vêtements, nos produits d'entretien, etc. Et Donc ça, vous êtes installé sur un terrain pas particulièrement fertile, peut-être non. le rappeler. Et ça, on ne le savait pas du tout, parce que 2003, on s'installe en autosuffisance, donc en jardinier amateur, comme n'importe qui ferait son jardin. 2006, mon mari me dit, oh, moi j'aime tellement ça, la terre, que j'ai envie de m'installer comme agriculteur. Il avait déjà eu ce rêve plus jeune, et puis on lui avait dit, mais non, t'es pas du sérail, t'es pas du monde agricole, n'essaye même pas, parce que c'est pas pour toi. Donc voilà, il avait fait sa révolution, il était parti sur les mers, il était marin avant, et là, il voulait y revenir. Donc j'ai dit, écoute, vas-y, essaye de prendre le statut d'agriculteur. Moi, je t'aiderai de temps en temps. Et puis voilà. Donc, on n'y connaissait rien. Ni l'un ni l'autre n'avions de formation agricole, ce qui est exactement ce que je recommande aujourd'hui aux porteurs de projets de ne pas faire. Donc, il faut se former, il faut avoir de l'expérience. La terre, ça vous demande énormément de savoir, de connaissances et surtout d'humilité. Et le temps de faire la formation, mine de rien, on réfléchit. On se dit, oh là là, il faut que j'acquière tout ça comme connaissance. Oh là là, ça demande tant de travail. Oh là là, ça demande tant d'efforts. Été comme hiver, qu'il fasse trop chaud, qu'il fasse trop froid. En ce moment, on est dans la boue jusque-là, mais on y est quand même, hein, c'est comme ça. Donc on aurait dû se former, mais on ne l'a pas fait. Et finalement, cette espèce de naïveté crasse, hein, véritablement idiote, qu'on a eue au départ, nous a beaucoup servi. Parce qu'on a voulu créer un système de production alimentaire qui était à l'image de nos rêves et non pas à l'image de ce que la société proposait comme modèle de production agricole. Et donc, nous, ce qu'on voulait, on avait déjà l'idée du post-pétrole en tête, ce qu'on voulait, c'était ne pas être dépendant du pétrole. Donc, revenir à quelque chose qui allait honorer la terre, c'est-à-dire la respecter, et on ne savait pas effectivement encore que la terre n'était pas de bonne qualité, c'était un fond de vallée, et après, il y a des archéologues et des historiens qui nous ont dit, mais pensez-vous, pourquoi, depuis des centaines d'années, personne n'a jamais cultivé dans les fonds vallées? Parce que c'est pas très fertile, c'est tout, et puis il n'y a pas de terre, il n'y a pas de profondeur de sol. Bon, bref, on ne savait pas, on l'a fait. Et petit à petit, voilà, on s'est embarqué dans cette aventure. Donc pour nous, les postulats de départ, c'était sans pétrole, ou en tout cas le moins d'énergie possible. Bien évidemment, petite surface, parce que dès lors que vous êtes sans pétrole, la pénibilité va faire que vous allez vous concentrer sur une petite surface. Et puis, forcément, bio, en tout cas, étant donné la définition qu'on donnait à l'époque du bio, mais pour nous, ça voulait dire bien plus bio que bio, c'est-à-dire complètement naturel. On fait avec les ressources du terrain, on fait avec ce que nous apporte la nature, et puis on voit. Donc on est parti avec ces postulats-là. Donc on était en traction animale, hein, on n'avait pas de tracteur, et on a mis en place tout un design sur une ferme de 20 hectares. Est-ce que je peux reprendre la télécommande pour montrer le design, justement, oui, ce que ça veut dire? Parce que sinon, vous n'allez pas voir les photos. Voilà. C'est un peu petit, peut-être. Alors, c'est assez intéressant de voir cette photo parce que, vous voyez, la ferme, donc ça, c'est le cœur de la ferme qui fait 5 hectares, et on a 12 hectares et demi de bois un petit peu déconnecté. Mais ce qui est super intéressant sur cette photo, c'est que je vous laisse deviner l'emprise de la ferme et regarder les herbages d'à côté qui sont dédiés à de l'élevage. Là, on est en plein été. Les herbages à côté sont grillés, cramés, même en Normandie. Hein, l'été, on a droit à ça. Et chez nous, parce que, vous voyez, c'est là où on a les serres et tout ça, parce qu'il y a des arbres,
parce qu'il y a des retenues d'eau, donc des mares, des drains, parce qu'il y a des cultures, parce qu'il y a du paillage, et ben tout est vert, même en plein été. C'est Et simple. le petit cercle que vous voyez sur la... Alors pour vous, ça doit être à droite, c'est le jardin mandala. Exactement. Donc on joue effectivement avec les formes de la nature, avec tous ces enseignements de la nature. Dans la nature, vous ne voyez pas de ligne droite. Chez nous, il n'y a pas de ligne droite. Il y a beaucoup de rondeurs, il y a beaucoup de création de microclimats. On fait des formes qui vont faire en sorte qu'on va jouer avec les flux, c'est-à-dire le vent, le soleil, la pluie. On fait tout à l'image de la nature. Si vous regardez le nombre d'or, tout le dessin d'une nervure de feuille, le dessin d'un arbre, il n'y a jamais de ligne droite dans la nature. Donc on s'inspire beaucoup de tout ça pour faire en sorte que toute la pénétration des différents flux, l'exposition des végétaux à la lumière, hein, chez nous, la lumière, c'est quelque chose dont on a vraiment, vraiment besoin. Ici, vous seriez plus dans un contexte où vous vous abriteriez du trop de soleil en plein été, mais chez nous, il n'y a jamais trop, hein, donc on est preneur. Donc il y a tout ce qu'on appelle un design, c'est-à-dire une conception, une mise en place qui fait que cette ferme n'a rien à voir avec les autres fermes qu'on peut connaître. C'est plus en fait une mosaïque de petits jardins. Et on assume complètement ce vocable-là, hein, parce qu'au départ, quand on s'est installé, les conseillers du GRAB, donc l'entité qui conseille les agriculteurs bio, nous disaient au tout début « Ah oui, bon, bah, c'est un grand jardin votre truc ». Alors nous, on était rouges de honte, c'est un grand jardin, donc on n'est pas agriculteur, on n'est pas du sérail. Mais non, aujourd'hui, c'est complètement assumé. C'est véritablement un grand jardin, en tout cas une mosaïque de plein de petits écosystèmes qu'on a créés. Et chaque écosystème a une vocation, des caractéristiques, et on lui a donné un microclimat à part entière. Et ça, c'est la nature qui nous l'enseigne. On va pas pouvoir détailler tout, par détail toute la composition de la ferme, mais néanmoins, le principe, je ne sais pas si vous avez dit le mot, mais de l'hyperproductivité de la permaculture, ça veut dire que là, on le voit bien sur cette photo, il y a des cultures étagées, il n'y a pas tout ce qu'on voit sur la photo là se mange, ou en tout cas pourrait l'être. Oui, complètement. En fait, encore une fois, on reprend le modèle dans la nature. Dans la nature, vous n'avez pas juste un niveau de culture, comme on le voit dans un champ de blé tel qu'on le connaît aujourd'hui. Dans la nature, vous avez des arbres, vous avez des lianes, vous avez des buissons qui vont être à taille moyenne, vous avez de l'herbe, vous avez des racines qui vont pousser dans le sol. Et donc, la permaculture a repris ces principes-là qui sont du bon sens. Hein. Il n'y a rien d'extraordinairement scientifique dans l'histoire. C'est du bon sens. C'est comment on pousse les végétaux dans un contexte naturel, et on reprend ce bon sens-là en se disant on va occuper tous les espaces. Pour aller directement à la conclusion de votre livre, est-ce que la permaculture permettrait d'abord de faire vivre les permaculteurs et ensuite de nourrir la planète ? Je répondrai oui ou deux, mais c'est très subjectif. Alors, pour la première, vivre les agriculteurs, ça c'est un enjeu aujourd'hui dans notre société. Vous savez que la plupart des agriculteurs, même quand on parle d'agriculture conventionnelle, grande surface, ont vraiment des difficultés très très graves. Et ça, c'est vraiment un thème qui me tient à cœur. Vous l'avez dit, j'ai été conseillère régionale à un moment donné et j'ai vraiment commencé à connaître ce milieu agricole que je méconnaissais avant. Et je trouve que toutes les situations sont poignantes. Tenez-vous bien, en Haute-Normandie, donc ex-Haute-Normandie, là d'où je suis, la plupart des agriculteurs tirent 70% de leurs revenus de la PAC. Dans quel métier est-ce qu'on peut supporter, en tant qu'être humain, avec une espèce de foi en ce qu'on fait, est-ce qu'on peut supporter d'être à 70% subventionné alors qu'on nourrit la société? C'est quand même sidérant. Donc il y a un vrai mal-être, il y a des suicides tous les jours. Chez nous, c'est très très fort parce qu'en Basse-Normandie, on a beaucoup d'entités laitières et les gars n'en peuvent plus. Quand on en a un petit troupeau de 50 vaches, on ne résiste pas aux entités qui font 500 000 vaches à côté, on est racheté systématiquement. Donc la situation est véritablement catastrophique. Donc nous, ce qu'on voulait montrer, c'était qu'un autre modèle était possible. Et vers 2010, en fait, tout à fait par hasard, des scientifiques sont venus à la ferme. Et on avait déjà commencé à faire notre design permaculturel, puisqu'on a découvert la permaculture en 2008. Et ils se sont dit, c'est intéressant votre truc là, c'est pas mal, techniquement ça donne quoi? Et économiquement surtout, ça donne quoi? Alors nous, on était dans le milieu du tunnel, on avait du mal à s'en sortir économiquement, on était un petit peu tous azimuts, on découvrait tout ça.
On n'avait juste pas calculé, on s'assurait juste que mois après mois, on arrive à vivre et à survivre, mais on n'avait pas calculé ce que ça donnait parce qu'on était encore assez débutants. Donc on s'est dit, OK, partons pour une étude. Donc on a fait une étude technico-économique en lien avec AgroParisTech et l'INRA, et le but a été de calculer sur une zone de 1000 m² isolée sur la ferme. Alors 1000 m², c'est rien du tout, hein. En agriculture, c'est de la rigolade, hein. Donc 1000 m² intensément cultivés, on s'est dit, on va tout mesurer. Le temps de travail passé, à quoi on le passe, qu'est-ce qu'on fait, combien on produit, quel chiffre d'affaires on génère, etc., etc. Et le fait est qu'on a prouvé que sur 1/10 de moins de surface que ce qu'on demande d'habitude aux maraîchers bio d'exploiter, hein. Quand vous faites un BPREA, un diplôme agricole, et que vous voulez vous installer, on vous dit en maraîchage bio, c'est 1,5 hectare minimum pour vivre. Nous, sur 1000 m², on a prouvé qu'on pouvait dégager un SMIC. Alors un SMIC, c'est royal, hein, pour les maraîchers. Chez nous, les maraîchers, la moyenne salariale des maraîchers au niveau mensuel, c'est 700 €. Et nous, on arrive à dégager un SMIC sur 1000 m². Et donc, ça a été une bombe, hein, dans le milieu agricole. Plein de gens nous ont dit, mais vous avez triché, vous aviez des terres cachées là-bas derrière. Ben non, hein, on a déjà suffisamment de boulot, on ne va pas s'amuser à faire ça. Mais c'est finalement rien d'autre que de reprendre des écrits qui datent, certes un petit peu, mais je le disais tout à l'heure, on a Olivier de Serres qui, vers 1350, parlait déjà de ses essais sur du blé, et il avait une productivité qui était supérieure à ce que font aujourd'hui les collègues en mécanisé, en céréales dites modernes. Donc on n'a rien réinventé, nous, hein. On s'est juste contenté d'aller attraper des techniques à droite à gauche, de mettre ça dans le shaker de la permaculture et de faire la synthèse qui était valable pour nous dans nos sols et notre contexte climatique au Bec et Loing en Normandie. Et voilà ce qu'on a fait. Et on a pu dire, bah oui, ça y est, on a des chiffres qui montrent que, voilà, avec notre contexte, notre façon de travailler, les légumes qu'on a produits, les clients qu'on avait, ça fonctionne. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que depuis, parce qu'avant, quand on a cherché, il n'y avait aucune donnée, hein, personne ne faisait la même chose, etc. Puis depuis, on voit des petits doigts qui se lèvent, alors beaucoup à l'international, de fermes qui disent, ah mais oui, mais moi, ça fait des années que je fais ça sur quelques milliers de mètres carrés et que j'en vis. Donc, on sait que le modèle est possible. Simplement, il y a des endroits, peut-être dans les pays non développés, on pourrait dire, où ils ont ces petites entités, ils n'ont pas de mécanisation par définition parce qu'ils n'avaient pas les moyens de l'acquérir ou ils n'ont pas les connaissances, mais ils n'ont pas non plus les connaissances techniques. Nous, en fait, on s'est nourri des savoir-faire, par exemple, des maraîchers parisiens au XIXe siècle, mais on bénéficie aussi des dernières connaissances de la science sur les sols. Les anciens ne savaient pas. Ils savaient intuitivement si leur sol était bien, s'il était équilibré, etc. Mais ils n'avaient pas de lecture scientifique qui pouvait permettre de faire de l'acupuncture presque du sol, quelque chose de très, très précis, de la dentelle. Et nous, aujourd'hui, on bénéficie de tous ces savoirs et on cumule donc les savoir-faire. Ce qui fait que, clairement, ça marche. Si vous lisez le livre de Perrine et Charles, vous aurez une toute autre vision de l'agriculture, c'est-à-dire de ce que pourrait devenir l'agriculture. On visualise très bien ce que pourrait devenir le paysage en lisant votre livre, et on ne regardera plus les champs de la même manière. Est-ce que la permaculture pourrait être un principe qui s'applique à d'autres domaines que l'agriculture ? Oui, je l'ai dit en introduction. Alors tout ça reste très théorique, mais moi j'y crois beaucoup, puisque je viens du milieu de l'entreprise, je suis juriste de formation, et je vois tout à fait les applications possibles au milieu de l'économie, de l'entreprise, etc. Puisque c'est juste une logique qui va faire que on va créer un système. Donc j'aime bien toujours prendre l'image du cercle, hein. Vous voyez, vous prenez un cercle, ça c'est le système. Donc le système, il peut être mon système ferme, il peut être votre système entreprise, je ne sais quoi. Dans ce système, on a plein d'éléments. Donc imaginez plein de petits points. Chacun de ces éléments doit remplir plusieurs fonctions. C'est comme si, je ne sais pas, dans votre entreprise, la personne qui était à la logistique, c'est aussi faire du commercial, peut-être, quelque chose comme ça. Donc chacun assure plusieurs fonctions. Comme ça, le jour où il y en a un qui est malade, un qui est en vacances, il n'y a pas de rupture. Cette fonction-là, elle est toujours occupée. Et puis, entre les différents éléments, entre toutes ces fonctions, il y a plein de petites flèches, il y a plein d'interactions, et on est toujours en mouvement. Donc, en fait, l'expression qu'on utilise beaucoup en permaculture, c'est qu'on boucle les cycles. Il n'y a jamais de rupture. Je prends toujours l'image de la production peut-être post-industrielle ou à partir de l'industrialisation, qui est celle caricaturale, de la ligne de production. On rentre des éléments dans un point A et au point Z, on veut avoir le produit fini. Mais si un boulon casse au point M, on doit attendre d'avoir remplacé le boulon et d'avoir réparé. En gros, dans un fonctionnement écosystémique, il n'y a pas de rupture, puisque normalement, toutes les fonctions sont toujours assurées par différents éléments.
Et ça, c'est l'un des apports très forts de la permaculture, c'est de mettre en place un design qui fasse que on n'est jamais empêché de fonctionner, de produire, de circuler et tout ce qu'on veut. Donc de fait, cette permaculture, ce design permacole, il peut s'appliquer à plein d'entreprises. Il y a d'ailleurs pas mal de consultants qui utilisent la permaculture, malheureusement souvent sans la citer, mais certains d'entre vous connaissent peut-être l'économie bleue, Blue Economy en anglais. Et il y a un consultant très connu en Europe qui pratique et qui fait apparemment des merveilles. Je sais qu'il travaille notamment avec le Conseil régional de Bretagne, et qui fait des choses très très intéressantes avec eux. Et de plus en plus de personnes prennent cette logique écosystémique. Si on prend l'exemple de l'économie circulaire, l'économie circulaire n'a repris qu'un seul principe de la permaculture, qui est les déchets des uns sont les ressources des autres, à peu près, c'est à peu près ça. Alors que la permaculture décline une vingtaine de principes, dont faire petit, économiser l'énergie, on est tout à fait dans la thématique. Et si on décline tous ces principes-là, on arrive à créer des systèmes vertueux qui vont être, encore une fois, économiquement viables, environnementalement durables, et dans lesquels on peut espérer un épanouissement de l'être humain. J'espère qu'on verra ces exemples-là aussi poussés un peu partout en France. On va prendre un moment de questions. J'imagine que face à autant de témoignages, vous avez des questions à poser à nos intervenants. Il y a 2 hôtesses qui sont avec des micros dans la salle. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question à nos intervenants? Sinon, c'est moi qui continue. Je vois pas de doigt se lever. Une main. Bon, merci pour vos témoignages très intéressants. À propos de la permaculture, vous avez dit au début qu'il fallait absolument se former pour cultiver la terre. Et je voulais savoir justement, est-ce qu'il y a des formations en permaculture aussi complètes que pour l'agriculture traditionnelle? Alors ça commence à arriver. Nous, on fait des formations. On a créé une école parce qu'on s'est très vite rendu compte qu'il y avait un gros besoin de formation. On a créé l'école de permaculture du Bec et Loing, dans laquelle on prodigue des formations très courtes, sur 5 jours, pour les gens qui ont en général déjà des bases agricoles ou sylvicoles, parce qu'on fait aussi une formation qui s'appelle forêt-jardin, et on donne le petit complément de ce que va pouvoir apporter la permaculture. Mais par chance, les choses sont allées très vite pour la permaculture. Il n'y a pas encore de reconnaissance officielle. Donc, c'est pas forcément enseigné, ça va pas être un diplôme reconnu, mais vous avez pas mal de BPREA ou de bac pro agricole qui ont intégré des UCAR, des UV permaculture dans leurs enseignements. Donc ça vient, et ça vient très vite et très fort, tout simplement parce que on a toute une partie de la population, peut-être ceux qu'on appelait les créatifs culturels aujourd'hui, mais hier, mais je ne sais pas si on peut encore les identifier aujourd'hui. Et nous, on les voit arriver à la ferme, puisque c'est eux qui viennent se former chez nous, c'est eux qui viennent faire des stages, de gens éduqués, donc d'un certain niveau de formation déjà, qui n'a rien à voir avec la choucroute, qui n'a rien à voir avec l'agriculture souvent, des gens qui ont une première carrière, au moins une, donc des gens plutôt trentenaires, qui arrivent et qui veulent se former et qui sont très attirés par la terre. Alors, j'ai encore jamais compris pourquoi, mais les NIMA, c'est-à-dire les personnes non issues du milieu agricole comme nous, qui arrivent à l'agriculture, rentrent par le maraîchage, alors que c'est le métier le plus difficile de l'agriculture. Mais bon, ces personnes-là viennent vers nous parce qu'elles veulent aller vers le maraîchage. Et du coup, il faut qu'elles se forment et il faut qu'elles aillent vers des structures plus classiques de base maraîchage, donc les BPREA enseignés par les CFPPA. Et donc, ces CFPPA, comme ils ont encore envie de recruter aujourd'hui et qu'ils ont vu cette nouvelle manne de nouvelles populations arriver, eh bien, font rentrer de plus en plus d'agroécologie, de permaculture dans leurs enseignements. Donc, vous allez trouver, il y a pas mal de BPRA. Plus on est au sud de Lyon, plus ils vont être pro-permaculture parce que c'est plus adapté au climat et je pense à l'état d'esprit agricole tel qu'il a été hérité. On vous reposera tout à l'heure la question de la diffusion de la permaculture et de l'émulation que vous produisez. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, 3e rang et puis derrière. Bonjour à tous. Merci pour ces témoignages. Merci à Stéphane particulièrement pour ce qu'il apporte aux jeunes et toutes ces sensibilisations et l'éducation à l'environnement. Ça m'encourage aussi parce que je travaille dans une association qui s'appelle Énergétique 66, avec le mot éthique avec le H.
Donc aussi, je sensibilise, encourage et donc motive aussi donc les jeunes en intervenant dans les écoles à la transition énergétique et environnementale. Donc ça me donne aussi de la force pour continuer comme ça, malgré le peu de moyens qu'on a. Donc je voulais savoir comment vous avez fait pour financer tout ce que vous avez pu faire avec les jeunes. Quelles solutions vous avez trouvées pour financer tout ça? Merci. D'abord, je suis très enthousiaste de votre question. Merci beaucoup. C'est un très long parcours. Voilà. C'est un parcours de recherche de partenariat, tout simplement, de sponsors. Alors, c'est un très gros travail en amont de conception, de l'écriture des projets que vous voulez mener. Alors, c'est vrai que moi, les Voyageurs des Sciences, j'y rêvais déjà dans ma nuit polaire, parce que j'avais tout de suite en tête cette image. Pourquoi ai-je rêvé à cette image-là? D'avoir nos 18 jeunes à la Cité de l'Espace de Toulouse, avec chacun leurs accompagnateurs emblématiques, l'Inuk, le Berbère, l'Indien. Et puis voilà, donc j'ai écrit ce projet, et puis j'ai commencé à faire le parcours de tous les partenaires, institutionnels, les industriels. Je crois qu'à ce moment-là, 2006, 2007, 2008, j'ai eu la chance, c'était une période plus propice, et ça m'a permis de lever des fonds ambitieux, hein. C'était aux alentours d'1,2 million d'euros, pour donner une idée, pour monter ce programme-là, qui a duré en tout 5 ans, parce que pour chacun des projets, je partais 3-4 fois en repérage de conception du programme, la sélection des jeunes, embarquer les équipes pédagogiques, l'écriture des bouquins, le montage des films. C'était une énorme machine. On a par exemple fait des conférences de presse de lancement ou d'accueil de retour d'émission. On était quasiment 1000-1200 personnes à la Cité de l'Espace de Toulouse. Donc oui, il faut se battre, il faut avoir très très envie. Et puis pour donner un élément de motivation, moi j'ai fait ce programme-là bénévolement, Voyageurs des Sciences, et c'était 17h à 18h par jour de boulot pendant 5 ans non-stop. Merci. Une autre question. Et ça rejoint les propos de Karine, qu'il faut avoir des rêves, il faut les transformer en réalité, il faut y croire, il ne faut pas baisser les bras. Je dirais seulement 2 mots. Quand j'ai fait la nuit polaire, le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit « vous ne réussirez jamais, vous ne survivrez jamais, vous n'écrirez jamais de bouquins », bref, tous les optimistes. Non mais, lorsque j'ai lancé Voyageurs des Sciences, imaginez que le mur des objections a été infiniment plus large et plus haut. Mais jamais vous n'avez un parent qui donnera l'autorisation que vous emmeniez votre gamin en milieu extrême. Vous n'avez pas un proviseur qui suivra ce programme-là. Vous n'aurez aucune autorisation. Ce projet est encore un projet référence, hein, même internationalement. Il n'y a pas d'équivalent à ce jour, parce que les gamins ont été mobilisés pendant une année complète. Les 3 bouquins sont sortis. Le film a été primé au Festival international du film scientifique à Paris. Et ça a été un véritable succès. Et j'en parlais hier avec mon équipe, avec Elvire. Encore aujourd'hui, en 2018, je reçois des messages de jeunes me demandant c'est quand les prochaines étapes de sélection du nouveau Voyageur des Sciences, et est-ce que ce programme existe toujours? Il faut s'inscrire sur Parcoursup. On avait une question un peu. On va encore prendre 2 questions, et ensuite on va continuer, sans quoi on ne va pas pouvoir dérouler. Il y avait une question là-bas sur la gauche, pour vous. Bonjour à tous. Alors je vais essayer de formuler ma question, c'est pas forcément évident. Aujourd'hui, on voit beaucoup, là, vous parlez de se perdre dans la transition, vous parlez d'une recherche, d'une vision d'après, un petit peu. On a l'impression que ce qui marche, c'est ce côté permaculture, c'est ce côté sobriété. On a l'impression qu'en fait, c'est une des seules voies qui nous permettrait de pallier à l'urgence climatique qu'on a aujourd'hui. Moi, je me demande comment on peut vraiment concilier ça avec l'attrait qu'on dirait qu'il y a un petit peu partout, l'attrait vers l'ultra-technologie, vers l'ultra-numérique, vers la transition numérique. On parle aujourd'hui, quelque chose qui fait grand bruit par exemple aujourd'hui dans le salon, c'est le blockchain, voilà, qui pourrait révolutionner le numérique, etc. C'est un exemple comme un autre, mais le blockchain aujourd'hui, c'est la consommation d'un pays comme l'Irak. Hein, donc, pouvoir dire que c'est un outil indispensable pour la transition énergétique, alors que ça consomme autant qu'un pays, c'est un peu compliqué. Et on voit un petit peu cet antagonisme un peu partout. Comment réussir à avoir une vision où la sobriété est bien plus séduisante que le progrès technologique?
Peut-être une réponse de Karine sur ce sujet? Oui, Je voudrais quand même préciser sur la blockchain, il y a différents types de blockchain et ils ne consomment pas tous autant que l'Irak. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que vous avez raison. Enfin, moi, c'est vraiment la question que je me pose. C'est pour ça que je parlais des deux grands scénarios, des deux grandes trajectoires mondiales que je voyais, et le fait que pour que la transition écologique devienne une réelle alternative à ce scénario dominant, qui est le scénario hyper technologique, mais aussi pas uniquement techno au sens de... dans la transition écologique, et ça c'est aussi le sujet qui fait comment on peut faire bascule, c'est que dans les gens qui sont vraiment engagés sur ces sujets, on voit vraiment deux rapports à la technologie très différentes, avec en effet la simplicité qui est vraiment une valeur commune. Ça, je suis complètement d'accord avec vous, alors qu'on parle de sobriété, de simplicité, etc. Je crois que là, en fait, l'objectif, c'est quand même vraiment de rentrer au sens qu'en donne Dominique Bourg sur la durabilité forte, c'est-à-dire vraiment faire changement. Ça, c'est vraiment une valeur qui rassemble tout le monde. Là où les gens ne sont pas rassemblés, et je parle notamment j'ai travaillé sur les valeurs des potes, des pionniers ordinaires de la transition énergétique en Bourgogne-Franche-Comté, puisque là, c'est intéressant, ce qu'essaye de faire la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est de s'appuyer sur un petit groupe de gens qui sont vraiment dans l'avant-garde, qui sont vraiment pionniers, mais ordinaires, c'est-à-dire c'est des gens qui peuvent être dans tous les domaines de l'éducation, des agriculteurs, des entrepreneurs, des élus, enfin bon, bref. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment deux rapports très différents à la techno. Il y a ceux qui pensent que la techno, elle est indispensable pour relier notamment les territoires aux villes, pour accompagner tout le développement, en fait, la montée en puissance, si vous voulez, de manière globale du territoire sur ces questions-là. Et puis, il y en a d'autres qui pensent que le low-tech est la seule solution de vraiment incarner une forme de simplicité. Et pourtant, les deux, vous avez, il s'agit vraiment de pionniers tous les deux. Donc, en fait, on voit que à l'heure actuelle, il y a quand même deux visions. Il y a ceux qui sont profondément écologiques au sens qui croient dans ce qu'on appelle aussi l'économie verte, les technos, etc. Et ceux qui, pas qui n'y croient pas, mais qui tout simplement pensent que la technologie doit être elle aussi sobre. Et je pense qu'en effet, vous avez raison, c'est pas tranché. Il y a vraiment ces deux mondes. Et moi, mon point de vue est que pour vraiment accélérer dans la transition, il faut arriver à rassembler ces deux énergies. Parce qu'on a besoin des deux, en fait. On a besoin vraiment aussi du high-tech dans le domaine des solutions qui restent à être inventées. Et j'ai adoré les photos de votre expédition parce qu'on voit, en fait, que vous êtes énormément outillés et qu'on a aussi cette capacité à pouvoir aller vers de nouvelles technologies et de les utiliser au service de l'homme, et pas contre l'homme. Et c'est pour moi cette opportunité qu'offre la transition écologique, c'est-à-dire aussi de mettre l'homme au cœur de cela et pas dans la trajectoire dominante qui est à l'heure actuelle ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire concentration des investissements, concentration des richesses autour de quelques-uns qui dépassent bien largement nos frontières. Et je crois que c'est ça le problème. Je crois que la colère aujourd'hui des gens, c'est aussi ce sentiment que ça leur échappe, qu'il n'y a aucune prise. Donc dans cette dimension de sobriété, je crois que c'est mettre l'homme au cœur de ça, et puis de le mettre dans son système, dans son écosystème, de le replacer. C'est ça incarner quelque part la simplicité. On aura l'occasion de redétailler ces points peut-être tout à l'heure. Il y aura une autre session, un moment de questions tout à l'heure après la prochaine interrogation qui va nous occuper maintenant, les deux prochaines interrogations, à savoir est-ce que ça change? Est-ce qu'on peut observer des signes du changement? Stéphane, vous avez montré les conséquences du changement climatique. Est-ce que dans les pays que vous avez visités, vous avez aussi pu observer les moyens mis en place pour contrecarrer les dommages causés à l'environnement? Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, là, c'était un petit peu rapide, condensé. La mission en Amazonie, par exemple, était très concrètement dirigée sur les applications satellites qui permettent le monitoring et surveillance de la déforestation légale, mais également tous les protocoles qu'on utilise pour faire de l'assistance à l'agriculture. Donc j'ai rencontré des tas de chefs d'entreprise, d'hommes politiques, de décideurs,
Et notamment sur les sujets de la déforestation illégale, il y a une énorme machine qui est mise en route actuellement au Brésil pour faire, grâce aux applications satellites, du cadastre, de la surveillance, les fameuses APP, les aires de protection permanente autour des rivières, des ruisseaux, des sources, 100 mètres d'un côté, 50 mètres autour d'une source, où là, les agriculteurs n'ont absolument aucun droit d'intervention. Sinon, évidemment, par les applications satellites, ils sont directement rattrapés par la patrouille. Et il y a énormément de formation sur la sensibilisation et essayer de travailler sur des circuits courts pour embarquer les industries, mais également les Indiens, sur retravailler sur la plantation de leurs graines, et recevoir par contre des subventions pour plutôt planter des graines que de couper la forêt. C'est vrai que c'est assez impressionnant cette forêt qui disparaît. Quand vous êtes dans un petit avion pour faire le film et que pendant, entre Montpellier et Sète, vous ne voyez pas un arbre, c'est un pays géant, c'est géantissime et c'est hallucinant de voir ces zones déforestées. Et puis là, il ne s'agit pas des sujets du retraitement du bois, du développement durable. Il s'agit de l'éradication à nu de la forêt pour faire de l'agriculture intensive, de la palme, du soja, et puis faire venir quelques moutons et vaches entre-temps. Lorsqu'il a plu, qu'il y a un petit peu d'herbe qui a repoussé, tout de suite c'est enlevé par les bovins ou les ovins. C'est assez impressionnant. Mais oui, il y a de nombreuses actions politiques, techniques, industrielles qui sont menées pour lutter contre la déforestation, en tout cas au Brésil. Mais la déforestation, elle est aussi en Indonésie, en Afrique, elle est partout sur la planète. Après, sur les sujets de la désertification, c'est la même chose. Ce que j'ai vu au Kenya, encore une fois, beaucoup d'assistance des applications satellites au service de l'homme, bien évidemment, au service de l'environnement, pour les aider à monitorer et de voir comment reprogresse petit à petit la forêt. Mais au Kenya, le sujet, c'est que les Kenyans déforestés, pour le bois, pour le chauffage, pour la cuisson, pour la construction, et ont éradiqué les forêts. Il y a 25 ans, la couverture végétale du Kenya, c'était encore 20 ou 25% du territoire, ce qui est déjà un indice de déforestation. Ils sont aujourd'hui à moins de 5% au Kenya. Donc c'est un désert. Et donc toutes ces actions menées par notamment les industriels, les politiques, les ONG aussi, qui se battent d'abord pour reforester et retrouver toutes les contre-mesures possibles et imaginables pour pouvoir enrayer ces phénomènes. Oui, il y a des actions très très concrètes qui sont menées et je voudrais que l'on voit, même si les images ne sont pas belles, le verre à moitié plein, tout le temps sur tout ce qui se passe en ce moment, et puis rejoindre la question aussi, notamment par la jeunesse, mais on en parlera tout à l'heure. Oui, non, c'est la prochaine question, à vrai dire. Vous avez beaucoup travaillé avec les jeunes, vous avez rencontré beaucoup de jeunes dans la sélection des 18 lycéens que vous évoquiez. Quel est l'imaginaire des jeunes? Quel est le degré de prise de conscience de la crise environnementale et de l'action qu'il y a à mettre en place? Alors, pendant cette phase de voyage des sciences, pour vous donner un élément, j'ai rencontré à peu près 25 000 jeunes, puisque je les ai amusés à les comptabiliser, en national ou en international, pour parler du programme. Et puis après, comme je l'ai fait aujourd'hui, amener un regard de témoin crédible. Je voulais que ces jeunes acquièrent à leur âge, c'est-à-dire à 14 ans, leur crédibilité de témoin, lorsque j'ai monté le programme. Nul doute, vous imaginez bien, lorsqu'on a lancé les opérations de sélection d'un tel programme, qu'évidemment, la file d'attente et le nombre de lycées qui ont voulu participer au programme était extraordinaire. Extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai compris une chose, avec peut-être un effet retard, et je m'en veux vraiment. Ce qui marque les jeunes, c'est la locution génération future. Chaque fois qu'ils entendent que l'on parle des générations futures, ils ne se sentent pas concernés. Et je me suis mis avec eux de leur côté en comprenant que chaque fois que l'on dit qu'il faudra prendre des décisions pour les générations futures, on sacrifie la génération actuelle. Elle ne se sent pas concernée. Et je pense qu'il était urgent de dire que c'était urgent et maintenant et pour tout le monde. D'où les programmes que j'ai lancés, les opérations que j'ai menées, si vous voulez. Vous avez aujourd'hui sur la planète, vous en avez peut-être entendu parler, au-delà des actions que nous menons, que vous menez aussi, il y a des gamins qui, à 8-9 ans, aujourd'hui, ont attaqué leurs États pour manquement aux décisions de protection de l'environnement. Et ils ont gagné des procès, ils ont obtenu des sommes astronomiques à l'ONU, à Washington, absolument sur la planète entière, pour mener les opérations de sensibilisation. Je pense notamment à un jeune Allemand dont j'ai vu l'histoire très très récemment, qui à 9 ans était intervenu pour dire moi je vais planter
Pas 30 millions d'arbres comme Wangari Maathai, 1 milliard. 1 milliard. Aujourd'hui, il fait le tour de la planète avec son ONG. Il n'est pas loin, alors c'est pas 30 millions, 300 millions, enfin c'est 1 milliard, et il ne doit pas être loin de 500 millions d'arbres plantés aujourd'hui. Alors c'est une action parmi tant d'autres qui doit s'inscrire dans toutes celles que nous menons, que vous menez, bien évidemment. Et évidemment, la roue d'entraînement a fait qu'aujourd'hui, ce sont des centaines de milliers de jeunes qui participent à son action, à son ONG Plant a Tree ou Plant for the Planet, pour planter des arbres. C'est une action parmi tant d'autres. Donc il y a une véritable, très grosse prise de conscience de notre jeunesse, de la réalité alors écologique, en tout cas des besoins de s'intéresser à ces sujets. Voilà. Bien évidemment, comme dans tout écosystème, dans tout système, il y a ceux qui n'en ont rien à faire. Évidemment, j'en connais jeunes qui n'ont rien à faire du développement durable, de l'écologie, de l'environnement, autant que des adultes. Et je pense que la solution, bon, on l'a un peu évoqué, vous l'avez évoqué, passera, et va passer en ce qui me concerne, par l'éducation. Il faut qu'on atteigne un niveau de modification de la réflexion culturelle dès le plus jeune âge, pour que ça soit, pareil, lorsque j'interviens sur la sécurité, une double peau. Il faut que ça soit une conscience, comme vous disiez, active, réelle, de tous ces petits gestes qu'un élève va faire, puis 2, puis 10, puis 20, puis des milliers, puis des centaines de milliers, des millions, qui enfin contribueraient à essayer d'enrayer cette machine-là. Mais c'est inéluctable, de toute façon, bien évidemment, on le comprend, que ça va passer par l'éducation. Il faut 30 années pour... les jeunes que j'écoutais disaient, ben voilà, si nous on s'y met maintenant, il va falloir 30 ans pour qu'on ait les bénéfices des actions que l'on va mener. Donc, ça veut dire que la génération précédente, ou la nôtre, bon, on n'a pas fait grand-chose. Ouais. Et vous disiez, vous voyez le verre à moitié plein, vous êtes optimiste sur notre capacité à nous adapter, à évoluer collectivement? Oui, je suis optimiste. Dans les temps qui nous sont impartis en plus, rapidement? Oui, je suis optimiste, à condition que nous soyons des accélérateurs de particules, voilà, que l'on fasse du darwinisme technologique, que l'on s'engage dans des programmes. J'aurai l'occasion d'en parler un petit peu tout à l'heure, justement, de l'ultra-technologie, Karine. Bah oui, je suis optimiste, parce que quand je vois le nombre, encore une fois, j'ai cette chance de parcourir le monde tous azimuts et de voir les actions qui sont menées, les initiatives qui sont menées. Par exemple, à l'époque de Feu Spot Image, maintenant Airbus, il y avait une ONG, on travaillait sur un programme qui s'appelait Planète Action, où on allait remettre des images satellites à toutes les ONG qui avaient été sélectionnées et qui auraient, grâce aux images satellites, un recours d'observation de la Terre, de protection de l'environnement, de déplacement des éléphants en Asie, tout sujet confondu, au profit de l'environnement et bien évidemment de l'homme. Parce qu'au final de tout ça, c'est bien l'homme la cible de toutes les actions que l'on veut mener. Parce que si aujourd'hui on arrêtait toute destruction, qu'on arrêtait tout impact, toute cette transformation des hommes, de leur environnement, la forêt elle va reprendre son pouvoir immédiatement. Dans 2 ans, tout est recouvert de ronces, de végétation, d'arbres, de forêt. Ce n'est pas l'environnement lui-même qui va subir les conséquences. Bien évidemment, c'est l'homme au final. Ben, par la pollution, par les maladies, par la désertification, et toutes ces conséquences enchaînent. Parce qu'on est sur une mécanique, malgré tout, très imbriquée. On évoquait l'arbre. L'arbre en permaculture est un peu le personnage central, Perrine. Vous avez même dans votre livre créé un mot, le sylvanier, pour expliquer qu'on pouvait concilier les professions de sylviculteur et d'agriculteur ou de maraîcher. Ceci dit, comment est-ce qu'on peut amener le changement de pratique dans le monde agricole? Qu'est-ce qui pourrait être le moteur du changement? Il est déjà là, hein, le changement de pratique. Nous avons encore une fois choisi sciemment de faire ça sur toute petite surface. Mais il y a d'autres mouvements sur grande surface qui sont en train de s'intéresser au sol, qui sont en train de replanter des arbres. Donc là-dedans, il y a l'agriculture de conservation, où aujourd'hui, normalement, selon la loi, vous n'êtes plus censé laisser vos terres à nu pendant tout l'hiver, parce qu'on sait la catastrophe pédologique et climatique que ça représente. Mais de plus en plus d'agriculteurs comprennent les effets de laisser un sol couvert tout le temps, de laisser la vie du sol revenir, la vie du sol se faire, pour tout un tas de raisons. Des raisons fortement environnementales, bien sûr, mais eux, qu'est-ce qu'ils voient? C'est surtout les raisons économiques.
Ils comprennent très bien que si leurs sols sont en bonne santé, contrairement à ce qu'on a pu leur dire pendant des années quand on leur a vendu de la chimie qui était obsédée par le végétal. Alors si le végétal était malade, eh bien on balançait des fongicides. S'il y avait, ou des pesticides, s'il y avait un champignon, c'était des fongicides. S'il y avait trop de plantes autochtones qui sont là à titre tout à fait normal, la nature les fait pousser, le sol les fait pousser parce qu'il en a besoin, ben on mettait des herbicides. En fait, on leur a vendu un espèce de paradis, d'une facilité, et je pense que c'est à l'aune de tout ce qu'on fait dans la société, une facilité. Voilà, vous n'avez plus besoin de savoir, on vous donne le truc, vous faites. Et du coup, on ne s'est plus intéressé au sol. On a oublié que le sol était la base de tout, de toute culture, de la vie de tout végétal. Et on s'est dit que c'était plus qu'un substrat. Et puis tout le reste, on allait l'apporter par au-dessus. Mais là, les agriculteurs comprennent à nouveau tout l'intérêt qu'ils ont à remettre des couverts végétaux, à installer des arbres dans leur champ. Ça, c'est le mouvement très, très, très dynamique de l'agroforesterie, hein, surtout dans des régions où le soleil peut taper un petit peu très fort. Mais encore une fois, les agriculteurs, ils vont pour des motivations économiques, parce qu'ils se rendent compte qu'après, au final, en termes de charges d'exploitation, s'ils couvrent leur sol et qu'ils ne font plus de labour, nous, on est très contents parce qu'il n'y a plus de gaz à effet de serre, ils stockent du carbone, mais eux sont contents aussi. Parce que la consommation en pétrole au niveau des charges d'exploitation, c'est 7 fois moins. Ben, ça se voit très vite, hein, en termes de résultats économiques. Peut-être vous êtes passé un peu vite sur la question du labour. C'est-à-dire que quand on pense champ, on pense effectivement à un champ labouré. En fait, vous dites que c'est pas tout à fait naturel d'avoir un champ qui soit retourné comme ça tous les ans. Je sais pas, vous avez vu en vous baladant en forêt ou dans une friche, vous avez vu un sol labouré. Il y aura peut-être un petit trou par-ci par-là fait par un animal ou autre, mais non. Le propre même du sol, c'est de rester couvert. Le sol est riche de plein de petits travailleurs invisibles. Alors on connaît beaucoup les vers de terre aujourd'hui, mais il y a surtout la base de toute la vie sur Terre que sont ces fabuleuses bactéries. Et ces bactéries, si vous les exposez aux UV, c'est clair, hein, il n'y a plus personne. Donc si vous spoliez le sol de cette population de travailleurs invisibles qui sont absolument géniaux, qui apportent tous les minéraux et les nutriments au niveau des systèmes racinaires des plantes, grosso modo, vous n'avez plus rien qui pousse. C'est un peu caricatural, je vais un petit peu vite, mais c'est un raccourci qui est pourtant réel. Et encore une fois, cette pratique a été excusée par le fait qu'on a pu rapporter aux plantes des choses par au-dessus. Comme on avait labouré pendant des années et des années, les sols se sont usés, cette population bactérienne a petit à petit disparu, les végétaux n'avaient plus de quoi aller chercher les minéraux et les nutriments que les bactéries d'habitude vont chercher dans la roche, hein. Et donc, il n'y avait plus de nourriture, en tout cas absorbable par les systèmes racinaires des plantes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a apporté par au-dessus. On a apporté de l'azote liquide et maintenant on l'a sur les plages, sous forme d'algues vertes, etc., etc. Et donc on revient aux bases de l'agronomie. On revient à la compréhension d'un sol. Et je vous dis, même sur grande surface, nombre de personnes qui pratiquent aujourd'hui l'agriculture dite de conservation, on dit regenerative agriculture en anglais, nombre de ces personnes-là ont compris que ça fonctionnait. Mais je vous dis, la porte d'entrée est économique. Moi, elle me va bien. Si elle est économique et qu'après, elle nous amène à quelque chose de plus performant écologiquement. Nous, on s'est dit, sur la ferme, le constat qu'on a fait, avec émerveillement, je dois le dire, au bout de 7 à 8 ans, on s'est dit, mais en fait, c'est ça le truc. Si on est performant écologiquement parlant, environnementalement parlant, alors, et uniquement à cette condition, on sera performant économiquement. Et j'aimerais que ce switch-là s'opère bientôt, mais on y est. Pour l'instant, on rentre par la porte économique, et après, ils vont comprendre. Un agriculteur qui a couvert ses sols pendant des mois et des mois et des mois et qui voit des vers de terre revenir, qui voit la vie revenir. Moi, j'ai un collègue qui avait mis en place pendant 1 an simplement des couverts végétaux. Je suis allée le voir 1 an après. Il en pleurait presque de voir des vers de terre dans son sol, de voir un sol vivant. Donc les gens qui ont fait cette démarche ne peuvent pas revenir en arrière. C'est pas possible. Et ils ne peuvent plus, une fois qu'ils ont réintégré de la vie dans le sol, mettre des pesticides, des fongicides. C'est se tirer une balle dans le pied. C'est aller à contre-courant. Mais comment on diffuse Est-ce que vous faites des émules? Quand on lit votre livre, on se dit mais ça devrait se diffuser comme une traînée de poudre, ces principes de culture. Enfin, je suis un peu naïf, excusez-moi, mais c'était un peu bouleversant cette lecture par rapport au modèle qu'on a l'habitude de voir. Donc, est-ce que oui, il y a un mouvement de permaculture en France pour commencer? Oui, il y a un mouvement qui n'est pas très structuré, on va y revenir après, mais pour revenir à votre réflexion, nous aussi, ça nous a créé beaucoup d'insomnie, cette histoire de permaculture. Le jour où on l'a rencontré, on s'est dit, mais c'est ça, mais c'est incroyable. Et puis on regarde à côté, mais pourquoi personne ne fait ça?
où est le problème en fait? On s'est dit, oh, c'est que ça marche pas ou qu'il y a un truc. Si tout le monde ne fait pas ça, c'est qu'il y a un souci quelque part. Et puis en fait, on s'est aperçu petit à petit que dans la société, et c'est pas un scoop, je pense que vous pourrez nous le confirmer, tout le monde s'est un peu enfermé dans des cathédrales de dogmes. Et on s'est rendu compte, notamment dans l'agriculture, que ceux qui avaient voulu faire de l'agriculture biologique, surtout n'étaient pas allés voir ceux qui faisaient de l'agroforesterie. Pourtant, on va dans le même sens, hein, on plante des arbres au beau milieu des cultures. Mais la bio, c'était un monde, l'agroforesterie, c'en était un autre, la biodynamie, encore un autre. Et tous ces gens-là, finalement, n'avaient pas forcément créé de passerelle parce que chacun voyait l'autre un petit peu comme le concurrent en termes de technique. Et je trouve que c'est vraiment à l'image de notre société, notamment en France, cette espèce de morcellement que la permaculture bouscule. Hein. Elle vous refait un cercle avec des circulations un petit peu partout. Et j'ai trouvé cette perspective intéressante. Et du coup, on s'est dit tout de suite, mais bon, déjà, on teste, on a fait toutes les erreurs possibles et imaginables, on a testé et on s'est dit, c'est pas possible ce truc-là, il faut qu'on le dise. D'où l'idée de faire le premier ouvrage pour dire... on a mis le doigt sur quelque chose, nous on est encore un peu débutants, on ne sait pas trop où ça va nous emmener, voilà nos résultats aujourd'hui, emparez-vous-en et voyons ce que ça donne. Et puis je l'ai dit tout à l'heure aussi, très vite on nous a demandé un petit peu comment ça, les gens qui venaient à la ferme nous ont demandé comment ça fonctionnait, ce qui nous a motivés pour mettre en route des formations et créer cette école de permaculture. Je l'ai dit encore, la permaculture manque d'une reconnaissance institutionnelle aujourd'hui encore parce que c'est pas une pratique agricole. Donc c'est très difficile, c'est presque une philosophie, une boîte à outils. Donc comment vous faites un diplôme là-dessus, c'est pas évident. Et le courant permacole en France, il est encore un petit peu balbutiant parce que je pense qu'il souffre d'un héritage associatif des années 70-80 plutôt en France, qui faisait en sorte que la permaculture irriguait plutôt les milieux, je ne vais pas dire révolutionnaires, mais peut-être babacool si on veut aller un petit peu vite. Les gens utilisaient ça pour des projets écologiques communautaires, des choses comme ça. Et ça n'avait pas rencontré l'agriculture. Et nous, dans toute notre naïveté et notre quête effrénée de solutions, on a fait se rencontrer permaculture et agriculture. Et c'est ça qui a, je pense, changé la donne. Donc le mouvement permacole en soi, il n'est pas hyper puissant en France, mais ce qui est très intéressant, et j'aime beaucoup ça, parce qu'en termes de révolution, ça va vous en rappeler une autre, c'est qu'il y a plein de projets aujourd'hui. Alors au départ, moi, ça me catastrophait. Je me disais, mais il n'y a pas une entité qui fédère toutes les énergies, qui prend tout ça en main et qui cherche des financements, enfin, comme on sait le faire, quoi, d'habitude. Puis au bout de 4-5 ans, j'ai lâché prise. Je me suis dit, finalement, c'est pas grave. Il y a plein de petits projets qui se créent partout. Oui, ils sont peut-être pas en lien les uns avec les autres. Oui, peut-être qu'on est moins fort comme ça. Mais d'une certaine façon, on a tous mis notre gilet jaune et puis il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de chef, quoi. Et ça monte. Et ça monte. Et on arrive quand même à obtenir une reconnaissance alors qu'il n'y a pas d'entité leader réellement. Pour ceux, je vais passer la parole à Stéphane qui voulait ajouter un mot. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce qui se fait à la ferme du Bec-et-Loing, il faut rappeler qu'il y a des vidéos qui ont été réalisées. Si vous tapez école de permaculture du Bec-et-Loing. Fermedubec.com, c'est plus simple. Ou alors comme ça. Voilà, on peut prendre la voie directe. Stéphane, vous vouliez ajouter un mot? Oui, non, c'était simplement pour donner un élément de discours aussi avec Perrine, c'est-à-dire qu'on assiste à des retours en arrière vertueux sur la gestion des systèmes, des écosystèmes, notamment l'agriculture. Mais en même temps, le monde évolue, la technologie évolue. C'est seulement pour dire que, par exemple, aujourd'hui, on a à peu près 12 ou 15 000 grandes exploitations qu'on a fournies en application FarmStar, dans l'application satellite qui permet de monitorer de l'agriculture, si vous voulez, parce que l'acuité de nos satellites, de nos applications, permet de voir si les sols sont trop irrigués, trop humides ou trop secs, mais également s'il y a trop d'engrais. Et on est capable, grâce à ces applications satellites que lisent les exploitants, de diminuer par 2 leur consommation en eau, ce qui n'est pas rien, voire 3, et de diminuer par le même taux leur consommation en engrais, par exemple, aussi. Voilà. Et pour revenir un petit peu sur l'Amazonie, sachez aussi, même si je ne peux pas tout vous expliquer là maintenant, on est capable de déterminer s'il y a du monde sous la forêt, ces gens qui vont se cacher sous la forêt pour commencer à faire des layons entre eux, pour tout de suite ensuite rentrer le plus efficacement dans la forêt et l'éradiquer. Aujourd'hui, on a des satellites qui sont capables de déterminer s'il y a quelqu'un sous la forêt et d'envoyer la patrouille tout de suite pour leur mettre les menottes au point. Il faut bien rigoler un peu. Karine, on va revenir vers vous. Est-ce que vous aussi, vous voyez des signaux de changement? Est-ce que vous pensez que le monde entre en transition? Oui, alors clairement, j'avais d'ailleurs, il y a pas longtemps, écrit un bouquin qui s'appelle « Le futur est déjà là ». Perrine parlait du moteur de changement qui est déjà là, mais le futur est déjà là, c'est en fait partir sur l'idée du changement de paradigme, c'est-à-dire qu'en fait, derrière toutes ces
représentation, scénario d'évolution du monde, que ça soit techno, écologique, etc. En fait, c'est le parti pris de se dire que c'est avant tout une question d'évolution culturelle, socioculturelle. Et par culture, j'entends les valeurs et les comportements. Et c'est vrai qu'on le sait aujourd'hui, un groupe peut faire évoluer les choses, une société peut évoluer et elle n'a pas besoin d'être à 100% en adhésion par rapport à certains changements. On sait que le changement peut s'effectuer de l'ordre de 30% à peu près, de faire basculer. Les choses peuvent basculer dès lors où elles touchent 30% d'un groupe, d'une société, quelle qu'elle soit, petite ou grande. Et donc, je suis partie de ce travail pour me dire qu'est-ce qui fait en fait bascule ? Qu'est-ce qui peut faire changement ? Qu'est-ce qui peut faire changement de paradigme ? Et je suis clairement arrivée à l'idée qu'en fait, il y a 2 dimensions. Et on oublie très souvent ces 2 dimensions. La première, c'est la dimension individuelle, la recherche d'émancipation, le fait de pouvoir vraiment se réaliser. Et c'est très visible chez les jeunes, d'ailleurs vous en parliez dans vos exemples, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement d'être entendu, c'est aussi de pouvoir contribuer. C'est pouvoir faire. Donc là, c'est la preuve par le faire. Et là, c'est là où je te rejoins très bien, Perrine, sur ce côté de faire, c'est-à-dire faire pour expérimenter, pour innover, pour comprendre aussi, pour chercher à comprendre, à trouver des solutions. Et du coup aussi, c'est ça qui crée le côté aussi positif et plein d'espoir. Donc là, il y a la dimension levier individuel. Et le levier individuel, c'est aussi déjà de prendre conscience de ce qu'on se fait à son niveau et d'essayer de faire différemment. Et donc ça nécessite du courage et je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Et puis la deuxième chose, et c'est le levier qui est le plus difficile pour moi, et ça, il y a quelque chose assez de spécifiquement français, dans le fait qu'on a plus de mal peut-être en France qu'ailleurs à faire, c'est la dimension collective. Pourquoi ? Parce que collectivement, on attend de l'État, on attend des administrations, on attend des élus, on attend de l'autre qu'il fasse à sa place. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est hyper visible. Et on le sait, les solutions ne viennent ni d'en haut uniquement, ni d'en bas uniquement, c'est-à-dire par le bottom-up. Elles viennent, et c'est ça qui nous intéresse en termes scientifiques, c'est que nous, on travaille sur ce qu'on appelle le niveau mezzo, c'est-à-dire le petit collectif, le noyau qui fait que dans son voisinage, eh bien, on va créer de la solidarité avec ses voisins, on va s'entraider avec différentes écoles de permaculture ou etc. On va se relier. Ok, chacun en pratique un peu de manière différente, mais on va apprendre les uns des autres, on va faire ensemble et on va faire changement d'échelle. Et ce changement d'échelle, il se tisse avant tout sur les territoires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de choses bougent dans les territoires. Moi, je donnerai juste l'exemple des Pays de la Loire, avec le programme que j'accompagne sur la transition énergétique et sociétale, où on voit les élus, les acteurs traditionnels, les PME, les citoyens, enfin les organisations citoyennes, les énergies alternatives, les scientifiques, etc., tout le monde se mettre autour de la table pour imaginer un autre avenir énergétique pour les Pays de la Loire. Donc, il y a cette dimension, mais cette dimension, elle est mezzo. Et je crois que pourquoi elle est mezzo, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de cohérence. Cohérence à 2 niveaux. Au niveau individuel, c'est ce que j'appelle le syndrome français. C'est-à-dire que c'est vrai que moi je suis arrivée en 2000 en France. Je suis française, mais j'ai vécu dans beaucoup de pays étrangers. Et quand je suis arrivée en France, je me suis rendu compte à quel point les Français ont à la fois un côté très positif parce qu'ils remettent les choses constamment en question, ils philosophent surtout, mais enfin ils ont tendance à beaucoup critiquer, beaucoup remettre en question sans jamais s'appliquer à eux-mêmes les propres idées qu'ils émettent. Et ce syndrome, c'est un peu l'idée de ce moi est un autre, c'est-à-dire je suis élu et je dis mais j'ai été élu, les citoyens attendent de moi que j'ouvre un nouvel supermarché à la périphérie des villes. Non, je ne suis pas d'accord. C'est moi est un autre. Non, on ne peut pas dire ça. On sait aujourd'hui qu'il y a des enjeux et on ne peut pas dire que les solutions, c'est pour les autres et les autres appliquent d'autres solutions. Et moi, j'empathie. Donc aujourd'hui, je crois que même, et c'est très, très visible chez les Gilets jaunes, c'est-à-dire que c'est vraiment cette idée de ne pas être uniquement dans la critique et de faire preuve de beaucoup plus d'altruisme. Et je pense que la France, elle manque d'altruisme.
Je pense que c'est un clair... Alors là, bon, c'est en psycho, il faudrait... Bon, j'ai un peu creusé le sujet. Je pense que ça a des sources d'explication, mais je pense que dans nos revendications, on est beaucoup tout tourné sur nous-mêmes et pas assez sur l'autre, c'est-à-dire de voir comment nous aussi on peut changer à titre individuel, mais en faisant évoluer les autres. Et ce que j'ai adoré dans votre exemple, c'est que c'était hyper intéressant que la démarche de la ferme, c'était partir sur l'autosuffisance, mais que vous n'êtes pas arrêté là, vous avez essayé de comprendre le modèle pour aussi pouvoir le partager avec d'autres. Et donc là, on est sur une forme d'altruisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans la satisfaction de son projet, on est aussi pour mieux comprendre avec d'autres et aussi transmettre à d'autres. Donc ça, c'est cette dimension de collectif, et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est un premier point, faire preuve plus d'altruisme. Je voudrais juste faire une remarque avant le deuxième point. Vous citez les Gilets jaunes, on pourrait quand même prendre le contre-référence qui est le mouvement Il est encore temps, où là ce sont des youtubeurs qui ont une audience très large, qui au contraire se mobilisent pour faire évoluer les choses. Donc ils ne sont pas que dans la dénonciation ou dans le fait... Bien sûr, après c'est vrai qu'on va pas. Là après on change un peu de sujet sur la. Beaucoup en ce moment sur les gilets jaunes, mais il y a des choses qui se passent. Ce qui se passe, c'est qu'il y a derrière en fait cette critique, il y a quelque chose de très positif. Mais je ne parle pas que des gilets jaunes, je parle des gens qui, moi ce qui m'intéresse, c'est de regarder les pionniers, enfin, de regarder les transitionneurs, de regarder les gens qui sont en transition, c'est-à-dire qui déjà agissent et transforment les choses, parce qu'ils sont là. Et donc, je pense que, juste mon point de vue, c'est qu'on donne beaucoup d'attention à des discours qui ne sont pas forcément construits, à des gens qui ne sont pas forcément dans l'action. Et aujourd'hui, on le sait, la transition écologique, elle accélérera si on est acteur. C'est-à-dire que si ce qu'on pense, on le met en action. Donc, il y a cette dimension de cohérence par l'action. Ce n'est pas uniquement par la pensée, c'est également par l'action, quel que soit son métier en fait. On peut être agriculteur, chercheur, scientifique, élu, entrepreneur, etc. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le fait qu'on a besoin de progresser collectivement sur nos manières d'agir ensemble, de coopérer. Et on l'entendait ce matin, c'était très intéressant dans l'intervention du président de l'ADEME, c'est que quelque part, on est amené aujourd'hui à devoir imaginer de nouvelles manières de travailler ensemble en termes de partenariat. C'est très vrai dans le domaine énergétique avec un pléthore quand vous êtes citoyen et que vous cherchez une aide ou vous essayez de comprendre comment on peut soutenir votre projet. Vous êtes face à une multitude d'intervenants, d'acteurs administratifs complètement paumés. En plus, ça change tous les 2 ans. Donc là, il y a aussi une vraie responsabilité par rapport à ça qui est critique. Et je pense que ça, on néglige aussi cette dimension de cohérence des acteurs, de comprendre ces partenariats. Donc il faut arriver à aussi apprendre à coopérer, à travailler ensemble et à une échelle beaucoup plus large. Et ça veut dire ne pas être uniquement focalisé sur sa propre dynamique organisationnelle. Parce que ce que je remarque également, c'est que on est une société, la société française, où on est très, très concerné par l'avenir de notre organisation, de notre job, de nos statuts, de l'évolution des institutions, et on oublie l'objectif. On oublie l'objectif qui est la transition écologique, c'est-à-dire comment tous accélérer dans cette dimension. Donc, et ça touche quel que soit le type d'acteur. Ça peut être un citoyen, ça peut être un élu, ça peut être un agent administratif, etc., un entrepreneur. Donc, je pense que cette dimension de sortir un peu de soi et essayer de faire preuve plus d'altruisme, de se mettre à la place de l'autre pour essayer de composer avec l'autre, je pense que ça, c'est la base. Et comme vous avez dit, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir forcément des méta-institutions ou des méta-organisations qui prendraient trop de temps et qui ne sont peut-être pas assez souples, agiles, etc. Il faut que nos petites cellules organisationnelles, nos petits collectifs puissent se mettre d'accord par des objectifs, par le sens, et pas uniquement par la nature même de l'organisation, c'est-à-dire arrêter toujours de penser qui c'est qui va servir, quelle institution est la mieux placée, est-ce que c'est les maires, les départements, la région, l'ADEME ou l'État. Bon, voilà, il faut tous y aller. On a besoin des compétences de tout le monde parce que les compétences sont différentes et ces compétences, elles sont nécessaires. Fonctionner en mode projet.
Comment est-ce qu'on fait pour que la transition soit un projet socialement juste ? Oui, alors, vaste projet. Bon, je ne suis pas la seule à le dire, ça, mais c'est vrai que ça fait très longtemps, ça fait plusieurs années que j'ai compris que la transition écologique, elle ne passerait que par cette dimension de prise en compte de la dimension sociale, et plus particulièrement cette notion d'injustice sociale qui monte et qui dépasse bien évidemment le périmètre français. Ça, c'est vraiment... L'injustice sociale, elle est le résultat de beaucoup de facteurs, mais d'abord des inégalités de richesse qui se situent à l'échelle planétaire. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que les discussions sur les paradis, sur les richesses des dirigeants, etc., certes, c'est un enjeu, mais ce n'est pas uniquement l'enjeu. L'enjeu, il est beaucoup plus à l'échelle planétaire, avec une concentration des richesses inégalée. Et c'est ça le problème, c'est qu'à la fois on a tous les moyens pour faire accélérer cette transition écologique, et à la fois c'est concentré sur certains domaines. Donc je pense qu'il ne faut pas tout mélanger par rapport à ça. Et comment on redistribue ? Oui, alors... On redéconcentre ? Oui, alors la redistribution, c'est pour ça qu'elle implique aussi une deuxième dimension par rapport à la justice sociale. Je crois, c'est le regard qu'on porte sur l'action de la personne, du pionnier ou de l'entrepreneur. Et ça revient à la question de la reconnaissance. Et la reconnaissance, elle n'est pas uniquement financière. Elle peut être aussi la reconnaissance d'un talent, d'une idée, d'une force, de ce qu'on transmet. C'est-à-dire la reconnaissance, elle peut être ce qu'on apporte plus largement à l'autre. Elle peut être aussi la reconnaissance de ce que nous donne la nature, de ce que crée l'environnement. Donc là, je pense que c'est plus dans la maïeutique en fait, de la reconnaissance des richesses, ce qu'on appelle aussi les nouveaux indicateurs de richesse, qu'on peut trouver des solutions. C'est-à-dire pas uniquement une focalisation sur la partie monétaire, parce qu'on le sait, ce n'est pas uniquement la meilleure manière d'avoir une société avec plus de gens qui contribuent. Et c'est pour ça que également la question du revenu, par exemple, minial, se pose, la question du SMIC, parce que c'est la part du monétaire dans cette richesse plus globale. Mais je pense que la justice sociale, elle doit se comprendre de manière beaucoup plus large, pas uniquement par la dimension monétaire, même si, bien évidemment, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Quels moyens sont à mobiliser ? Comment est-ce qu'on fait pour que ça fasse effet boule de neige et qu'on accélère vraiment le mouvement ? Alors, l'accélération, ça, c'est vraiment le changement d'échelle. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a deux choses. Il y a la dimension temporelle et il y a la dimension spatiale. Je crois qu'il y a la dimension temporelle. Je trouve que dans ce type de débat, on ne parle jamais assez de la dimension temporelle. Mais pourtant, c'est la plus criante, en fait, selon moi, puisque la question, c'est concilier différentes formes d'urgence, urgence écologique, urgence sociale, urgence économique, mais d'inscrire ça dans une vision beaucoup plus long terme. Parce que se mettre d'accord sur des objectifs, selon moi, c'est l'unique manière de rassembler des contradictions, d'aller au-delà des paradoxes, et d'unir les gens sur des objectifs, c'est-à-dire sur des valeurs qui rassemblent un plus grand nombre. Donc déjà, l'idée, c'est de se mettre d'accord sur des horizons plus long terme, tout en agissant sur le court terme et sans uniquement se focaliser sur la dimension court-termiste. Et c'est là où on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, parce qu'on est beaucoup encore dans des politiques de réaction, de réactivité, etc., et que du coup, ça, il ne faut pas se leurrer. Ça va prendre beaucoup d'énergie et de ressources là où elles auraient dû être placées sur d'autres dimensions. Donc là, moi, je dis, c'est le combat au court-termisme. Il faut combattre le court-termisme et inscrire moyen, long terme, se redonner des marges de manœuvre. Ça, c'est le premier point. Et puis la deuxième chose, c'est que pour accélérer la transition, c'est cette dimension de changement d'échelle qui déjà au niveau de la France, on peut faire beaucoup de choses. Au niveau des territoires, on le voit, c'est beaucoup là que ça se passe, sur les territoires, mais aussi comment les territoires peuvent, à une échelle beaucoup plus internationale, se relier les uns aux autres. Donc je pense qu'il y a vraiment ces deux dimensions, territoriales et temporelles.
Que pourrait faire l'État ou les collectivités territoriales pour aider à ce mouvement? Ils font déjà pas mal, parce que les collectivités territoriales, ne serait-ce qu'à mon niveau, je vois déjà ce qui se passe dans les Pays de la Loire, ce qui se passe en Bourgogne-Franche-Comté, ce qui se passe dans beaucoup de pays, enfin de coins de France. Je crois que les territoires qui sont gagnants sur ces démarches, c'est des territoires qui mettent le territoire comme projet de société. Dans les Pays de la Loire, le projet de société, c'est faire ensemble. En Bourgogne-Franche-Comté, le programme de territoire, c'est accélérer la transition en s'appuyant sur des accélérateurs, les pionniers ordinaires de la transition, qui vont de manière virale disséminer à un plus grand nombre, parce que là, chaque territoire, en fait, a sa problématique spécifique. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une ligne uniquement descendante pour tous ces territoires, mais c'est de trouver la bonne échelle, le bon niveau, et surtout cette agilité qui fait qu'à un moment donné, des initiatives donnent envie à d'autres initiatives. Et moi, je crois beaucoup à la dimension virale, c'est-à-dire, et là, on est vraiment dans le cœur de notre sujet, c'est-à-dire le positif, l'énergie positive, ce qui inspire, c'est-à-dire ce qui fait qu'à un moment donné, les gens ont envie de rejoindre, parce qu'ils ont la preuve que ça marche. Ils ont la preuve qu'on peut vivre de la permaculture. Ils ont la preuve que c'est un modèle pour l'environnement, que c'est un modèle... voilà. Donc, à un moment donné, je crois qu'on a besoin de beaucoup plus communiquer sur ce qui fonctionne réellement. Et c'est là, moi, ma colère à moi, elle est là, ma colère à moi. C'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'on n'entend pas assez ce qui fonctionne, toutes ces initiatives, ces engagements, et aussi ce courage, parce qu'il y a des pionniers. Les pionniers, ils sont là, ils sont les transitionneurs, c'est vous, c'est moi, c'est des gens qui ont plus conscience des enjeux, qui sont dans l'action, qui sont dans la connaissance, c'est-à-dire qui se forment, qui se remettent en question, qui apprennent, qui essayent d'aller voir comment ils peuvent aussi progresser personnellement. C'est des gens aussi qui s'outillent, qui font l'effort d'aller composer avec d'autres, même si les autres sont différents. Ils vont essayer de voir comment ils peuvent transmettre, comment ils peuvent aussi s'inspirer. C'est ça, les transitionneurs, pour moi, et ils existent, ils sont quand même très importants, et en nombre aussi. Et donc, je pense que l'enjeu, c'est d'arriver à communiquer. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très spécifiquement français. On est quand même très négatif pour avoir vécu dans beaucoup d'autres pays. On ne voit pas ce qui est beau et ce qui est en train d'advenir et ce qui advient déjà. On a tendance à se polariser sur des choses qui nous tirent vers le bas. Et énergétiquement, ça, c'est grave. Parce que du coup, c'est vrai que ça accentue ce côté où on a l'impression qu'on ne peut rien faire, alors que déjà, les choses sont en mouvement et les choses aussi positives sont à l'œuvre. Vous avez dit le mot. En Occitanie, on est plutôt positif. Et vous pourriez ajouter à vos références la région Occitanie qui a son logo derrière vous. Ensemble, devenons la première région énergie positive. Un petit signe à mes collègues de la région juste en face là. On va passer à la dimension individuelle. Perrine, j'ai vu un dessin que je vous ai rapporté il y a peu. Il y a une dame qui est chez sa médecin qui lui dit « Docteur, je veux être heureuse. Qu'est-ce que je peux prendre ?» Et le médecin lui répond « Des décisions. » Comment on passe à l'acte? Comment on retrouve l'envie à titre individuel de faire et de changer? Que vous disent les gens qui viennent vous voir? Beaucoup, je dois l'avouer, viennent sur un constat très négatif. Combien de personnes en venant nous voir nous disent moi je sors d'un burn-out ou je suis en burn-out. Il y a souvent un constat d'éloignement, voire de dégoût très fort des conditions de vie, des conditions de travail telles qu'elles sont à l'heure actuelle, une perte de repères, clairement. Tout va trop vite, tout va trop fort, tout va dans beaucoup de négativité. Et ça, moi aussi, pour avoir vécu à l'étranger, quand on rentre en France, c'est vraiment une chape de plomb qu'on prend sur les épaules. C'est un petit peu moins vrai maintenant, peut-être, mais c'est quand même assez difficile de s'en remettre. Et donc, le constat de base,
en général, il est assez catastrophé, assez anxieux, voire anxiogène. Nous, par exemple, on a intégré depuis le début de la ferme le fait qu'on n'aura plus de pétrole, que peut-être tout le modèle va s'effondrer. Ce n'est pas un problème pour nous, ce n'est pas anxiogène, c'est une réalité, c'est intégré. Malheureusement, on sait qu'il va y avoir de la casse sociale, parce qu'il y a tout un tas de gens, par contre, qui ne sont pas préparés à ça. Et on le voit, en ce moment, c'est d'actualité. Les gens qui pensent encore que l'État a la capacité de faire baisser le prix de l'essence, c'est complètement illusoire en réalité. Et ça va aller de mal en pis. Mais il y a cette ignorance et on n'aime pas la vie dans laquelle on est et on continue, qui domine malheureusement. Donc tous les gens qui viennent nous voir sont des gens qui, ça y est, sont arrivés à ce point de basculement et se sont dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Et ils ne peuvent tellement pas que physiquement et psychiquement, c'est devenu insupportable pour eux. Donc c'est souvent ça, je dois le dire, la motivation de base. Et à partir de là, on revoit une énergie positive arriver, on revoit des sourires, c'en est à ce point-là. Moi, j'ai eu une stagiaire de BPREA qui est venue en octobre. J'étais très inquiète à l'issue de la première semaine. Elle était complètement stressée, elle souriait jamais. Et pourtant, on était dans les jardins, on travaillait, je lui passais tout ce que je pouvais comme savoir. Et puis de jour en jour, je l'ai vue s'ouvrir et je me suis dit, mon Dieu, ouf, parce que j'ai vraiment eu peur que cette fille-là soit dans une grave dépression, en dépit du fait qu'elle avait fait le pas de faire autre chose. Et on voit, il y a une régénération qui s'opère, mais elle passe souvent par un constat délicat. Et les personnes qui ne sont pas encore dans le mur psychiquement, j'ai l'impression qu'elles ne peuvent pas faire ce constat. Alors, on peut être dans le mur de différentes façons. On peut être dans le mur en étant déprimé. Nous, on n'était pas déprimés quand on a pris ces décisions-là. Simplement, on avait cette espèce de passion et de foi chevillée au corps quant au fait qu'on pouvait faire quelque chose pour améliorer le sort de la planète, en tout cas de nos concitoyens. Moi, mes amis m'appelaient Zorotte quand j'étais petite, enfin quand j'étais plus jeune. Donc voilà, j'avais sans doute ça très loin enfoui. Mais chacun y va par ses motivations. Mais souvent, le constat, c'est le rejet de cette société. Et pour autant, ces personnes-là, moi je leur dis, mais non, ne soyez pas angoissés. De toute façon, on va avoir des problèmes majeurs à cause du prix du pétrole, à cause de la raréfaction, à cause, et ça la NASA le dit très bien dans ses rapports, qui sont un petit peu alarmants mais qui sont vrais, à cause de l'accaparement sans fin des richesses par une poignée, mais véritablement une poignée de très riches. Et ça, c'est la problématique majeure. C'est même pas le changement climatique. La problématique majeure, c'est ça. Donc, vous voyez, on revient toujours à l'humain. Et donc, à partir de là, on leur dit, allez-y, mettez les mains dedans déjà, vous vous sentirez mieux. Et en termes d'énergie collective, plus on est nombreux à mieux se sentir et à être bien dans nos baskets et à être alignés quant à ce qu'on fait et à ce pourquoi on se lève le matin, mieux ça ira. Que peut faire, là encore, une collectivité, un conseil régional, puisqu'on est en région, pour aider le changement, pour aider les gens à se lancer dans ce type d'aventure, ou pour avoir des références? Alors, il y a beaucoup de collectivités qui s'activent. Nous, on en voit beaucoup venir visiter la ferme, nous demander un petit peu conseil. La grosse difficulté des collectivités, c'est un pas de temps qui est souvent long, trop long, par rapport aux urgences auxquelles on est censé répondre. Parce que si vous cumulez le pas de temps des collectivités, de la décision en collectivité, plus le pas de temps de l'agriculture, parce que le pas de temps de l'agriculture, c'est certainement pas celui des business tels qu'on les connaît. Le pas de temps de l'agriculture, encore une fois, il vous force à l'humilité. Si vous ne réussissez pas une culture cette année, vous n'allez pas réessayer dans 2 semaines. C'est pas comme un programme informatique pour lequel j'ai échoué et je recommence 2 semaines après. C'est j'attends l'année prochaine. Donc, en termes de patience, vous êtes à bonne école. Et donc, si on cumule le pas de temps décisionnel d'une collectivité avec tous les changements politiques inhérents à un gros bazar ambiant, l'Europe par-dessus ça, etc., c'est très compliqué. Pour autant, moi, je vois beaucoup de bonne volonté et de façon très amusante, et on revient au précepte de la permaculture, là où ça marche, c'est quand c'est petit. Quand c'est à l'échelle d'une commune, éventuellement d'une interco, mais les intercommunalités ont du mal là, avec les changements et voilà, les fusions. C'est un petit peu compliqué déjà de s'organiser. Mais quand c'est à l'échelle d'une commune, les quelques communes qui ont la chance d'avoir encore quelques deniers arrivent à mettre en route des projets. Tout de suite, ça se voit. Le projet, il se crée, les gens regardent, ils se disent tiens, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est la commune qui a mis ça en place. Ah oui, c'est pas mal, on peut participer, etc. Et là, vous faites boule de neige. C'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. C'est que plus on prend d'initiative, mais plus on fait petit. On a l'impression parfois, c'est l'image du colibri de Pierre Rabhi. La moindre goutte d'eau qui va pouvoir démarrer l'engrenage,
laissez-la tomber du ciel. Elle est essentielle parce que la moindre petite initiative, elle va faire boule de neige et les gens vont s'inspirer de ce que vous faites. Ils vont venir vous enrichir de ce qu'ils vont penser, de ce qu'ils vont vous dire. Alors tout le monde n'est pas bienveillant, mais la plupart du temps, les gens sont extrêmement bienveillants et ne pensent que des bonnes choses de ces initiatives-là. Donc il faut commencer par faire petit, n'importe où, là où vous êtes, et pas simplement faire, comme tu l'as dit, chez vous, par rapport aux ampoules, le tri des déchets. Non, c'est faire dans du collectif, en tout cas dans du visible collectivement, pour que ça ait un impact. Et ça peut passer par les écoles. C'est très facile d'aller installer des jardins dans des écoles, de faire quelque chose qui soit montré aux autres, que les autres peuvent reprendre, ils se nourrissent de ça, et à leur tour, ils sont gonflés d'énergie pour être en capacité d'œuvrer. Merci, on vous l'avait promis, donc je vais prendre 2 questions de la salle avant de reprendre. Voilà, monsieur devant. S'il vous plaît, ici devant. On a pris un peu de retard, donc il va falloir poser des questions courtes et faire des réponses courtes. Bon, je vais faire court, mais ça ne sera pas vraiment une question. En fait, c'est presque une réponse à ce que j'ai entendu par rapport au... Vous parliez des communes. Bon, je suis maire d'une petite commune, 360 habitants, mon nez dans les Pyrénées-Orientales. Vous parliez des communes qui ont la chance d'avoir des moyens. Non, les moyens, on les cherche. Monsieur a trouvé des moyens pour faire ses recherches. Il n'avait pas 100 millions d'euros. Et les communes, c'est pareil. On fait des économies sur des postes qu'on estime moins importants. C'est des choix en politique qu'il faut faire. Donc, avec des sommes relativement réduites, on arrive à faire beaucoup de choses dans un village. Bon, ce n'est pas pour vanter mes réussites, mais bon, on a fait très vite une médiathèque dès qu'on a été élu, c'est en 2014. On a fait des jardins familiaux. On est en train de faire un verger communal. On a mis de vue photovoltaïque sur toutes les toitures. On est en train de construire des caves partagées, c'est-à-dire pour 8 vignerons qui n'avaient pas de locaux adaptés, on leur construit une cave où ils seront en location-vente. Là, il faut vraiment que je dise merci à la région, merci à l'ADEME, etc., parce qu'on a eu des aides, mais les aides, on les a eues parce qu'on a monté toute une série de projets. Et je crois que c'est beaucoup plus difficile, vous disiez, au niveau des intercommunalités, mais vu les résultats qu'il y a eu dans la commune, l'intercommunalité, qui n'est pas du même bord politique que moi, m'a demandé de m'occuper des jeunes à 21. Et par l'intermédiaire des citoyens dans toutes les autres communes, presque, on fait des petits projets, on monte des choses. Je crois qu'on peut arriver à entraîner, disons, je crois à l'exemplarité, disons, voilà, au niveau communal comme au niveau individuel. Quel est le nom de votre commune ? Montner, M-O-N-T-N-E-R. Voilà, Merci de ce témoignage. Un autre commentaire ? Merci. Alors je vais essayer d'être aussi court. Je rebondis sur ce témoignage du maire. Je suis Franck Mazalon, je suis consultant en transition écologie, développement durable. Merci pour ces intervenants. L'année dernière, nous avons Cyril Dion qui est venu de Paris. Donc Cyril Dion, c'est le film Demain qui est passé hier et c'est le film Après-demain qui passe ce soir. C'est pas une blague, c'est vraiment vrai. On a eu aussi... alors, je rebondis sur ce monsieur maire et je souhaite que 2019, ça soit un super millésime et qu'on ait des acteurs locaux d'Occitanie. Tout à l'heure, vous posez la question, la permaculture. Vous traversez la route, il y a un Pérol à Monguio. Le château de Flogère, il y a l'oasis citadine où il y a 8000 mètres carrés. On appelle permaculture, agroécologie. Tout à l'heure, vous avez parlé de Pierre Rabhi. Il était à 1h20 d'ici. Il est là tous les mois. Vous avez aussi Ferme d'Avenir Tour, que vous connaissez. Hein. Donc, vous connaissez Max de Rosseland. Il vient tous les mois. Donc voilà, merci pour ce témoignage. Et ce maire, quand j'entends ce témoignage du maire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activateurs de projets. Il y a beaucoup d'initiateurs de projets en Occitanie. Ce n'est pas 10, 20, c'est des milliers. Et je souhaite qu'en 2019, vous puissiez mettre en avant les activateurs de projets, ces personnes, ces maires qui nous montrent l'exemple. Et je souhaite vraiment les voir sur scène, au moins 1 ou 2. Voilà, ça c'est mon souhait pour 2019. Merci. Merci, c'est bien noté. Nous allons maintenant rendre la parole à Stéphane, qui va sans doute préférer le faire debout, parce que nous allons continuer notre projection dans le futur avec la prochaine mission de Stéphane, qui relève cette fois plus d'un scénario de science-fiction hollywoodien que d'autre chose. Tout de suite pour faire le lien, Karine Perrine, j'ai adoré tout ce que vous disiez. J'espère que ce projet s'intégrera dans votre démarche créatrice, productrice, positive. J'ai adoré l'histoire de votre rêve. Simplement pour un élément de compréhension de ce que je veux dire maintenant, j'ai eu ce rêve parce qu'en fait, je suis né sur une plantation de café au cœur du Cameroun
où je n'ai pas eu la scolarité de tous les enfants de mon âge. Donc pendant 7 ans, c'était l'école de la brousse avec mes parents, la citerne d'eau, le petit groupe électrogène. J'avais mon petit lopin de terre, de maïs, de canne à sucre. Et j'ai toujours eu des rêves d'autarcie, d'autosuffisance. Et c'est amusant de voir comment le petit garçon a continué ses rêves et les réalisé dans ces sujets-là, dont je vous parler tout de suite. Et j'avais ce rêve aujourd'hui encore de dire, voilà, aujourd'hui, quelle quantité de terre faudrait-il, d'ovins, de bovins, de poules, de canards, d'eau, etc., pour être en autosuffisance totale. Donc c'est un projet que j'ai soumis à un lycée agricole pour dire, voilà, il vous faudrait 1 ou 1,5, 2, 3, 4 hectares, 50 vaches, 32 poulets, 22 canards, un ovin, pour être en autosuffisance totale pour nourrir une famille. Voilà. Donc c'est un véritable formidable projet et c'est en tout cas c'est sûrement un aiguillon à ce que je vais vous présenter maintenant. Voilà, l'Institut des données de l'exploration de l'adaptation aux conditions extrêmes, IID, est un institut d'intérêt général qui a 3 objets principaux. Les tests en conditions extrêmes hostiles de protocoles scientifiques, médicaux, techniques, des qualifications de matériel, de l'innovation. Un deuxième volet dédié à la jeunesse, à l'éducation, puisque nous embarquons toujours dans nos programmes, vous l'avez vu, des jeunes, qu'ils soient des lycéens ou après des post-bac, jusqu'à leur insertion dans le monde du travail. Et le troisième volet, c'est l'humanitaire, puisque les technos que je peux qualifier, que nous qualifions en conditions extrêmes, peuvent être ensuite donnés à des sites isolés, des communautés isolées, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amazonie et partout. Voilà. Après mes vacances à la neige, au pôle Nord, dont je rappelle les paramètres, 121 jours en solitaire, dont 106 jours sans soleil, 70 jours d'obscurité totale, indice de refroidissement moins 80 degrés. Je prépare la mission seul dans le Namib. Vous situez le Namib, grosso modo, donc en Namibie, continent africain, au sud du tropique du Capricorne, en tous les cas, pour le lieu de la mission. Et puis, la mission seule dans l'île polaire avait mis en exergue des vestiges d'hibernation de l'être humain. Pour tout vous dire, je m'étais ourcisé. J'avais pris 12 kilos, j'avais les cheveux qui étaient devenus aussi longs que les vôtres, les ongles poussés à cette vitesse-là, la vision était passée en vision des extrêmes, j'avais déjà une vision un peu au-delà de la normale, 15 dixièmes à chaque œil, elle est passée à 20 dixièmes, et pareil pour l'audition, donc véritable ourcisation. Et puis, j'avais rempli 1500 pages de protocoles scientifiques, techniques et médicaux au crayon papier, dans ma cabane, à l'intérieur de laquelle, vous avez vu, il faisait moins 41 degrés. Aujourd'hui, je veux passer de l'Homo hibernatus à l'Homo numericus et vous présenter cette prochaine aventure, seul dans le Namib. Les paramètres d'isolement, 121 jours, température au sol, cette fois-ci, 70 degrés, bouffée d'air à 50-55 degrés, les problèmes de déshydratation, transpiration, coup de chaleur, terrestre, etc. Voilà, une nouvelle exploration scientifique sur les capacités d'adaptation de l'être humain. Je partage avec vous le modèle techno de la base, puisque on est là pour partager les grands sujets de l'autonomie, bien évidemment énergétique, puisqu'on a un gros package piles à combustible, hydrogène, solaire, éolien, en vert, qui vont venir alimenter toute la campagne scientifique du programme, les ordinateurs, les PC, les caméras, les vidéos, les stations météo, tous les protocoles et les matériels qui vont être confiés et remis par les partenaires. Et ensuite, le monde de demain, c'est l'automatisation de tout ça, c'est le big data, c'est l'IoT, c'est la transmission des données en temps réel par le rouge vers les satellites et ensuite vers vous, vers le monde entier, puisqu'on va créer un site qui sera dédié à la planète entière. Voilà. Ce programme, 3 piliers. Valider les usages et les bonnes pratiques pour l'adaptation et l'autonomie et l'autosuffisance en conditions hostiles, puisque pour moi, l'extrême est une loupe de la normalité. Tout ce que je fais depuis tant d'années sert à la médecine, à la recherche scientifique, technique, comme les compétitions de Formule 1 préfigurent les voitures de monsieur et madame tout le monde demain. Voilà, l'extrême est une loupe d'anormalité. Deuxième pilier, qualifier les techniques, les solutions innovantes dans le monde de l'analyse prédictive, de l'IoT, de l'interopérabilité des systèmes, de la connexion, évidemment, des robots, des drones, etc. Et le troisième volet, de dire, et pourquoi ça ne servirait pas à l'exploration spatiale. Voilà la mission. Je vais évidemment lancer un énorme programme sur la physiologie. Évidemment, les chercheurs, les médecins sont très intéressés que sur le même cobaye, ils n'aiment pas le terme cobaye, en médecine volontaire, on réitère de nombreux protocoles sur mon organisme. Comment ça s'est passé dans le grand froid? Eh bien, comment ça va se passer dans le très très chaud? Puisque des thèses de médecine étaient sorties, c'est une de mes plus grandes fiertés, l'utilité
Voilà, ce n'est pas que des rêves futiles, c'est que ça sert à quelque chose. Programme sur la physiologie, sur l'audition, sur la vision, je viens de vous en dire 2-3 mots, les systèmes veille, sommeil, vigilance, stress, les techniques cognitivo-comportementales, c'est-à-dire tout ce qui concerne la gestion du stress, l'anticipation en tout ce qui me concerne des contre-mesures de tous les problèmes que je vais rencontrer. Je pratique énormément les techniques de visualisation mentale pour désensibiliser les stresseurs en amont. Par exemple, ne pas avoir peur au moment où je vais le rencontrer à 50 mètres, un ours polaire. Un ours polaire court à 50 km/h. L'explorateur, 40-50. L'explorateur est à 50 mètres. En combien de secondes, l'ours, s'il démarre, il est sur l'explorateur? Mathématiques appliquées à la recherche et à l'exploration. Voilà, on va embarquer tout un panel de techno, de partenaires, alors des PC, des ordinateurs portables durcis, des valises de télémédecine, des valises de purification d'eau, parce que ça sera un des sujets vitaux de la mission. L'eau, évidemment des drones qui vont surveiller la mission, envoyer des données, des robots, on planifie 2 robots, un qui va tourner autour du camp 24 heures sur 24 pour me donner des alertes, notamment sur des animaux, sur des scorpions, sur des serpents. Et là, véritablement, je fais du darwinisme technologique, puisque j'ai besoin d'impulser auprès des startups des réflexions sur vont-ils être capables de trouver des détecteurs ou de l'infrarouge, des vibrations qui me permettront, sur un cockpit que je porterai sur moi, d'avoir des informations. Attention, un scorpion, un serpent est rentré dans la base, par exemple. Et évidemment, les panneaux solaires, toute la partie énergie renouvelable. Je remercie d'ailleurs Frédéric Chiraud de Libre Énergie qui est là, qui est le tout premier partenaire qui s'est engagé à mes côtés il y a déjà quelques années dans ce programme-là, avec cette solution innovante, ce cube qui va me permettre, grâce aux panneaux solaires, de gérer et d'avoir l'énergie nécessaire pour la base. Voilà, j'adore fédérer des écosystèmes, être un peu un accélérateur de particules, puisqu'on va fédérer les systèmes de l'énergie, de l'habitat, des télécommunications, de la sécurité, du numérique, et bien évidemment embarquer des jeunes dans ce projet. Simplement pour information, la semaine dernière, j'ai eu l'immense privilège d'être le parrain de la nuit de l'informatique, nuit nationale. Alors évidemment, je me suis intéressé, comme vous l'avez vu les années précédentes, aux lycéens, aux collégiens et puis aux tout-petits. Alors ça a même commencé comme ça, quand je leur montre des photos de nounours, jusqu'aux chercheurs, aux étudiants que l'on embarque maintenant. Et on a fait plancher l'immense honneur que j'ai eu la semaine dernière, dans le cadre du programme, c'est qu'on a fait plancher les 5000 étudiants nationaux sur la nuit de l'informatique sur la mission NAMIB. La mission NAMIB a été sélectionnée pour être le programme du défi national où on fait travailler les jeunes sur un cockpit numérique. On leur a demandé de me concevoir une assistance à l'explorateur qui me permettra de voir en temps réel tous les paramètres de la mission et de m'aider à prendre des décisions, l'aide à la décision, la quantité d'énergie fournie par l'éolien, la quantité d'énergie fournie par le solaire, est-ce que je peux partir parce que cela fait 4 jours qu'il fait 62 degrés, que j'ai le cœur qui bat à telle vitesse, que l'hygrométrie est de temps et qu'on me recommande de reporter mon départ dans le désert, puisque la base va être stable, mais je vais partir pendant 4 fois, pendant plus de 3 ou 4 jours, dans ces conditions extrêmes, pour faire de la technologie et travailler sur la physiologie. Voilà, il faut avoir des rêves, y croire, les transformer en réalité, puisque j'arrive du centre d'entraînement des astronautes européens, qui est très intéressé par ce programme, parce qu'il y voit une préfiguration de réflexion sur les futurs protocoles des campagnes Proxima de la Station spatiale internationale. Donc ici, à Cologne, au centre d'entraînement des astronautes européens, à la clinique de médecine spatiale de Toulouse. Et l'autre très grande nouvelle, c'est qu'après une mission récente à Munich, on vient de qualifier ma future base comme étant un programme de préfiguration des bases spatiales. Et donc, on rentre avec tous les partenaires qui vont embarquer dans ce programme-là, dans une extraordinaire aventure humaine, technologique, scientifique. Évidemment, ça me fait vibrer. Évidemment, Karine, c'est de la technologie, mais au profit de qui? On va le voir, de tout le monde. Parce qu'autour de cette base, on va travailler sur l'agilité, l'innovation, la performance, l'empreinte environnementale. Dites-vous bien que j'ai un cahier des charges du gouvernement namibien qui est sacrément verrouillé et extrêmement serré. On va travailler, on va embarquer des entreprises, des startups sur la purification de l'eau, sur le stockage, sur la gestion en autonomie totale de l'eau que je vais utiliser, sur le marquage au sol, parce qu'évidemment, la seule empreinte que je vais devoir laisser lorsque je vais quitter cette zone ultra protégée, endémique en Namibie, je devrais laisser que l'empreinte de mes yeux. Voilà. Bien évidemment, les sujets sur les solutions bas carbone, les villes à énergie positive, la transition énergétique. Voilà, j'ai fait très court, dans le temps qui m'était imparti à nouveau. J'espère qu'on va embarquer des partenaires dans cette formidable aventure humaine, technologique, scientifique,
au profit du plus grand nombre, bien évidemment, et afin que tout ça s'inscrive, nous sommes tous qu'un petit maillon à nos échelles, des catalyseurs, des accélérateurs de particules pour embarquer le maximum de gens autour de nous dans ces programmes-là et faire passer la bonne parole du DD, c'est-à-dire du développement durable, et pourquoi pas du DDD, du développement durable et désirable. Merci pour votre attention. Top chrono 10-00. Merci Stéphane. Pour conclure, j'aimerais juste citer Einstein, parce qu'il y a toujours une citation d'Einstein qui va dans toutes les situations. L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée. L'imagination, en revanche, englobe l'univers entier. C'est ma traduction, hein, j'ai pris de l'allemand. Je vis en Allemagne. Et je vous invite à présent à rêver haut et fort et durant ces 2 jours, grâce à ce programme de conférence, et notamment durant les assises régionales de l'énergie qui vont se dérouler ici même cet après-midi. On pourra rêver ensemble le futur de la région Occitanie. Je vous demande d'applaudir nos intervenants, de les remercier très fort avec moi. Je vous dis bon appétit et à tout à l'heure à 14h. Merci.